Alors, Monsieur Hersek Samuel, Présent. Nicolas Lalanne, absent. Pour voir Monsieur Hersek Samuel. J'en profite pour dire que donc, le décès de Monsieur Lalanne et dont l'enterrement est prévu mardi matin à 10h30. Jeudi matin, pardon, 10h30. Monsieur Régade Jean-Jacques, présent. Moi c'est Julie. Narjas Aurélien. Présent. Durand Villalon Marie-Josée. Présente. Pereira Jean-Manuel. Présent. Boni Bernadette. Présente. Monsieur Masterena Bruno. Présent. Madame Boucouligois Nicole. Présente. Madame Goron Catherine. Pour voir Madame Durand Villalon. Aussi j'en profite, malheureusement une mauvaise nouvelle aussi. Son fils a eu un accident du chemin Labarde. Un 4x4 avec deux personnes en ébriété, l'a pris de face. Le couple a été à l'hôpital et gravement blessé. C'est pour ça qu'elle n'est pas là aussi. La maman, elle n'est pas là ce soir. Monsieur Nouvion Alain, Présent. Akbal Noureddine, Présent. Madame Léchade Véronique, Présente. Monsieur Hubert Philippe, Présent. Madame Barré Christelle, Présente. Monsieur Pija Stéphane, Présent. Monsieur. Non, pardon, Madame Hubert Majorie, Présente. Monsieur Quin Sébastien, Présent. Madame Kudlak Voilà, Présente. Monsieur Enzi David, Présent. Madame Lastouya Audrey, Présente. Monsieur Mignon Michael, Présent. Madame Fort Clara, Présente. Madame Lucie Béatrice, Présente. Monsieur Coutan Ludovic, Présent. alors Madame Bloch Estelle est absente, pour voir Madame Michalak. Madame Michalak Jennifer, Présente. Madame Durand Catherine, Présente. Monsieur Rosier Duplanté Loïc, Monsieur Romazaï Frédéric. Ok. Alors, après, nous avons le secrétaire de séance qui sera M. Larjas, s'il est d'accord. Oui. Ok. Monsieur, alors, nous avons une démission de Monsieur Alizera Frenga, Julien, donc, qui sera remplacé prochainement en fonction des courriers qu'on va recevoir et des mises à jour. Ok? Donc, ça c'est fini. Alors, nous allons passer au troisième point qui est l'approbation du procès verbal de la séance du Conseil municipal du 5 juin. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport, le procès verbal? Oui, moi j'ai une remarque et une question. En page 7, en bas, c'est indiqué que c'est Mme Prisbach qui a abordé les points concernant les garanties décennales. En fait, c'est moi. Donc, juste une correction si vous le souhaitez. D'accord? Ouais, Lucie Béatrice. Pardon. Et du coup, on avait abordé sur ce conseil municipal les visites des écoles Oui. et du collège, donc ça a été fait. On vous remercie de nous avoir conviés à ces visites-là parce que c'était très intéressant pour tout le monde. Et une question concernant la maternelle Jean Jaurès et les risques à l'amiante sur certains locaux. Je crois que c'est pas, vous n'avez pas évoqué ce sujet lors des visites. Est-ce que, si vous voulez, je ne parle pas du bâtiment entre les deux écoles, hein. Je parle de locaux à l'intérieur de la maternelle Jean Jaurès. Est-ce que c'est un sujet qui a été abordé lors de cette visite? On va aborder ça. Ouais, alors si vous permettez, on le verra après, mais c'est pas l'ordre du jour, Okay. C'est du technique. Ouais. Donc, On pourrait avoir des oui, alors, pour vous rassurer, juste une petite parenthèse, l'audit des bâtiments a été fait, puisque je l'ai présenté à la préfecture. Ce sont les services techniques, tous les services avec nos élus qui ont fait l'audit des bâtiments. Donc tout a été recueilli. Et je peux vous dire que le dossier a été super bien fait. Et je l'ai porté évidemment à la préfecture le 24 juin. Donc là, tout a été respecté. Et je vous en parlerai tout à l'heure un petit peu. On abordera le sujet là-dessus. Okay. Ça a été un très gros travail des services techniques et surtout tout à l'urgence, en sachant que ça n'a pas été fait pendant 19 ans. D'accord? Oui.
Le dernier rapport date de 2004 et le nouveau de 2024, donc il y a eu 20 ans entre les deux. D'accord. C'est un peu dommage. Merci. Plus de questions sur le... Plus de questions? On la met au vote, s'il vous plaît. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Alors, on passe donc aux affaires à traiter du 29 mai, 26 juin au 18 juin. Donc, affaires à traiter à vertu de l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales du 29 mai. Dedans, vous avez objet de la décision. Est-ce que vous avez consulté le document? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Je mets au vote. Me dit-on, c'est une info, je donne la parole. Est-ce que vous l'avez quand même, tout le monde l'a vu? Donc l'ordre du jour, nous avons donc la modification, alors nous sommes sur l'administration générale, délibération numéro 1, modification des représentants de la collectivité suppléant au comité social territorial. Donc là, c'est à M. Arsec, Samuel. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc là, il s'agit simplement par cette délibération, suite à la démission d'un conseiller municipal, de désigner un membre suppléant au CSP. Il siégeait au sein de cette commission, donc il faut le remplacer suite à cette démission. Et donc on propose la désignation de M. Alain Nouvion, qui nous a rejoint, voilà, c'était le suivant sur la liste, qui s'est porté candidat donc, pour être suppléant au comité social territorial. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Attendez, vous relevez parce que quels 3. Qui est pour? Je vous remercie. Nous passons à la délibération 2, commission municipale, modification de la composition des commissions petite enfance, enfance et jeunesse. Toujours le rapporteur, M. Samuel Arsec. Merci. Donc effectivement, c'est dans la même logique que la précédente délibération. Il s'agit au sein de cette commission de modifier la composition en intégrant M. Alain Nouvion à la place de Christelle. Voilà, donc il s'agit simplement d'entériner cette modification. On peut procéder au vote. Oui, excusez-moi. Alors, qui s'abstient? 3. Qui est pour? Du vote contre, excusez-moi. Pardon. Comment? Occupé à donner le médicament, je n'avais pas levé la main. Ah, d'accord. Ok. 3. Alors, délibération. Alors, modification du tableau des effectifs communaux. De nouveau, le rapporteur, c'est Samuel. Monsieur Samuel, s'il vous plaît. Monsieur le maire, donc effectivement, suite aux avancements de grade de l'année 2026 et des prochains recrutements, il est proposé de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs. Pour rappel, l'avancement de grade consiste à faire passer un agent sur le grade supérieur tout en restant dans son cadre d'emploi. Il convient de rappeler que les avancements de grade ne sont nullement de droit. Donc par cette délibération, on vous propose l'ouverture de 2 postes d'adjoint technique principal première classe
2 postes d'adjoint principal première classe et 2 postes d'agent de maîtrise. Voilà. Cette délibération est mise au vote. Pardon, excusez-moi. Alors, Excusez-moi, monsieur. Facile. Comment est parti entre le recrutement, excusez-moi, entre le recrutement et le changement de personnel qui évolue, c'est quoi la part des postes entre les recrutements et les personnes qui évoluent au sein de la mairie? Il y a 6 recrutements, enfin il y a 6 postes en tout. Alors là, ce n'est pas des recrutements externes. Hein. Il s'agit en fait de nommer des personnes en interne et de les promouvoir. Voilà, faire la promotion en interne. Ok, donc c'est marqué recrutement dans le document. C'est pour ça c'est d'où la question. Oui, alors c'est oui, parce que c'est un recrutement sur un nouveau poste, et c'est pas un recrutement externe. extérieur, c'est des promotions. Voilà. Donc voilà, le terme recrutement est quand même adéquat pour cette promotion. Il s'agit de promotion. Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Alors, nous sommes maintenant à la modification de RISFED, groupe de fonction 5, rapporteur toujours Samuel. C'est qu'est-ce que nous J'en ai pas mal ce soir, merci monsieur le maire. Donc il est proposé d'actualiser le tableau des groupes de fonction en intégrant le poste d'officier d'état civil dans le groupe 5. Pour rappel, hein, le RICEP a été créé par délibération du 29 mars 2016. Il a fait l'objet d'une actualisation en 2024, après un travail concerté avec les représentants du personnel. En annexe de la délibération, il est détaillé l'ensemble des groupes de fonctions arrêtés avec les montants planchers de l'IFSE. Et en fait, dans le précédent tableau, la fonction d'officier d'état civil n'y apparaissait pas à l'époque, car elle était assurée par le responsable du service population, qui est depuis parti en retraite. Ce départ a engendré une évolution de l'organisation, puisque la direction de l'administration générale de l'aménagement a été créée, conduisant à une nouvelle répartition des charges de travail, prévoyant que l'agent d'accueil du service état civil assume de manière pleine et entière la fonction d'officier d'état civil. Donc il s'agit par cette délibération de reconnaître la fonction d'officier d'état civil et de l'intégrer dans le groupe de fonctions inférent à la technicité attendue et aux responsabilités associées. Elle engage effectivement la personne qui occupe ce poste-là, sa responsabilité via sa signature. Donc voilà, c'est important d'acter les choses. On a présenté cette délibération d'ailleurs au CST il y a 15 jours et ça a été validé également par le représentant du personnel. Question? On met au vote. Qui est contre? Abstention? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Alors après, c'est la délibération relative à l'organisation du temps de travail. Actualisation, toujours le même rapporteur, c'est M. Samuel Hersek. Alors sur cette délibération, il faut rappeler que la dernière délibération vraiment structurante concernant l'organisation du temps de travail dans les services date de 2001, à la suite de la promulgation de la loi sur les 35 heures. Depuis, les organisations internes des services et la législation ont évolué sans forcément faire l'objet d'une officialisation. Et donc, c'est l'objet de cette délibération, c'est simplement d'acter l'existant à ce qui se pratique aujourd'hui dans les services. Donc, il n'y a rien de nouveau via cette délibération, mais c'est juste de l'acter via une délibération prise en conseil municipal, chose qui n'avait pas été faite auparavant. Donc, il est important d'actualiser via cette délibération pour confirmer les organisations existantes qui sont par nature hétérogènes dans une collectivité et, le cas échéant, en profiter pour proposer quelques évolutions de nature à favoriser la qualité de vie au travail
et une meilleure articulation vie privée, vie professionnelle. Simplement pour rappel, au sein de la collectivité, mais de toutes les collectivités, on est sur une durée annuelle maximale de 1607 heures, avec une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine pour l'ensemble des agents, juste les services administratifs qui sont à 36 heures par semaine. Donc vous avez dans la présente délibération la présentation des cycles par service, que ce soit les services administratifs, services techniques, services scolaires et périscolaires, la petite enfance, le service vie locale, l'école municipale d'art, la bibliothèque municipale et la salle de l'artichaut avec le régisseur technique et la police municipale. Donc vous retrouvez un peu tous ces cycles de travail et l'organisation du temps de travail dans ces différents services qui sont très bien détaillés dans la délibération. Simplement en synthèse, sur les évolutions proposées via cette délibération, c'est notamment la possibilité pour les services administratifs de réaliser un cycle de travail hebdomadaire sur 4 jours et demi par semaine ou 9 jours sur 2 semaines. Voilà, donc ça c'est une possibilité qui sera étudiée sous l'impulsion du DES, mais ça sera une possibilité. Également l'instauration de l'annualisation du temps de travail des ATSEN, permettant de garantir un temps de travail identique pour les agents de l'équipe et d'avoir une meilleure planification de leur temps d'intervention. Et enfin, la prise en compte de l'évolution de l'organisation du service vie locale, permettant aux agents techniques du service d'avoir un rythme de travail régulier. On a également, avec les services, retravaillé la réorganisation du service vie locale, service technique. Donc voilà. Voilà en gros ce qui est proposé à travers cette délibération. Des questions? Oui, c'est une question. Il y a un des métiers qui m'a fait beaucoup de peine. C'est le référent des offices qui travaille en journée continue. Contrairement aux autres où il y a des pauses, où il y a des horaires très précis. C'est qui et quels sont ces horaires? Il n'y a pas de pause, les mange pas. En fait, c'est le personnel de cantine qui ont un horaire spécifique, mais il y a des pauses. Voilà, c'est simplement ils font en continu parce que en fait, ils sont chargés de préparer les repas du midi. Et donc, ça ne sera pas cohérent de leur faire une pause, une sorte de pause déjeuner. Voilà, donc ils apprennent plutôt à la fin de service. Mais voilà, c'est une organisation. Ils ont bien entendu dans leur cycle de travail des pauses réglementaires. Mais on dit en continu parce qu'ils commencent tôt le matin pour préparer les repas. Et à 14h, ils ont fini. Il y a aussi la police municipale qui est comme ça, qui sont en journée continue. Ouais. Je vais au vote, d'accord. Plus de questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Attribution sous condition d'une prime forfaitaire exceptionnelle de fin d'année aux agents contractuels pour l'année 2026. Et c'est encore pour Samuel. C'est monsieur le maire, donc effectivement, une nouveauté, la collectivité pratique des heures supplémentaires et complémentaires depuis longtemps, mais là c'est pareil, avec cette délibération, c'est simplement pour formaliser et acter les choses de ce qui se fait déjà. Donc il s'agit d'actualiser et de se mettre en conformité. Donc, excusez-moi, vous avez oublié la délibération 6 avant 7. C'est celle-là. 6, non? On a fait la 6. Ah oui, excusez-moi. Alors, mais t'as dit, moi je suis dessus. c'est la 7 à Manassi. Ça me dérange pas, on fait la 7 d'abord et puis on revient à la 6. J'étais sur la 6. Attendez, J'ai oublié le titre, mais j'étais bien sur la 6. attendez, on recommence alors.
C'est le régime des indemnités effectivement honoraires pour des travaux supplémentaires. Oui, c'est IHTS et complémentaires actualisés. Ouais, non, mais bon. D'accord. C'est toujours des heures supplémentaires, c'est pas les mêmes. C'est bien la délibération 6. Ouais. Et donc, ce que je disais, c'est que là, c'est simplement pour traiter et permettre aux agents de faire des heures supplémentaires ou complémentaires. Ça se pratique déjà dans la collectivité, c'est simplement via cette délibération formaliser et acter ce qui se fait, voilà, parce qu'il n'y avait pas de délibération prise sur ce sujet-là. Donc les heures supplémentaires, ce sont les heures effectuées par un agent au-delà des horaires définis par son cycle de travail, à la demande exclusive de l'autorité territoriale ou de son chef de service. Et les heures complémentaires sont quant à elles les heures faites par un agent à temps non complet jusqu'à la hauteur d'un temps complet. Voilà, donc, pour ceux qui sont à temps partiel. Donc via cette délibération, il est décidé d'instaurer des heures complémentaires pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public à temps non complet, d'instaurer des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, non complet et temps partiel et des agents contractuels de droit public, et de compenser les heures supplémentaires réalisées soit par l'attribution d'un recours compensateur, soit par le versement d'une indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Voilà en gros pour vous faire un résumé brièvement sur cette délibération. Oui, monsieur. Loïc Rosier du Plantier. Est-ce qu'on a pour l'année 2025 un bilan du nombre d'heures supplémentaires et complémentaires effectuées, s'il vous plaît? Alors, oui, on n'a pas le chiffre des heures, mais il y a, le budget c'est 20 000 euros. On le communiquera après, on va s'en aller. Et c'est le budget c'est 20 000 euros. Merci. Bien. D'autres questions? On vote s'il vous plaît. Donc, contre, abstention, pour, unanimité, je vous remercie. Et ça, effectivement. Donc là, c'est vraiment l'attribution sous condition d'une prime forfaitaire exceptionnelle de fin d'année aux agents contractuels pour l'année 2026. C'est encore d'autres. Merci. Donc là, on renouvelle le dispositif qui avait été, qui existe depuis quelques années déjà. Donc effectivement, d'attribuer une prime aux agents contractuels. Voilà, cette prime existe depuis 2008. Elle a été revalorisée l'an dernier. On décide de la maintenir au même niveau, c'est-à-dire une prime forfaitaire de 350 € aux agents contractuels en poste dans les services de la ville au 30 septembre 2026. Voilà, sachez que pour votre information, les agents titulaires touchent également une prime qui, elle, est plus élevée. Voilà, mais ça permet à ce que chacun touche quelque chose et c'est une aide bienvenue pour nos agents. Question? Je mets au vote qui est contre, abstention, pour, unanimité, je vous remercie. Donc, délit 8, fixant les modalités de prise en charge des frais de déplacement, actualisation. C'est encore pour toi, Samuel. Excuse-moi, mais maintenant. Je vais commencer à voir ça. Ça dépend de moi. Donc, sur cette délibération, les agents territoriaux et les collaborateurs occasionnels d'une collectivité territoriale peuvent bénéficier de remboursement des frais induits par l'exercice de leurs fonctions pour le compte de la collectivité. Donc, les dispositions s'appliquent aux agents titulaires, aux stagiaires, aux contractuels, aux apprentis et aux collaborateurs occasionnels du service public. Donc, dans cette délibération, il vous est présenter en fait les modalités de prise en charge du trajet domicile-travail, c'est-à-dire une prise en charge jusqu'à 75% du coût des abonnements de transport, que ce soit transport en commun avec TDL, essentiellement en ce qui nous concerne pour un parent. Il y a une nouveauté induite par les textes réglementaires, c'est le forfait mobilité durable. Il s'agit d'un remboursement forfaitaire là, pour les déplacements domicile-travail faits à vélo.
Voilà, donc les agents qui viennent en vélo ou à trottinette peuvent bénéficier d'un remboursement forfaitaire. Donc vous avez les montants dans la délibération, mais c'est une nouveauté et je pense que c'est tout à fait intéressant et ça permet du coup d'inciter nos agents à se déplacer avec les mobilités douces. Donc c'est plutôt bienvenu. Voilà, on a un maire qui est présent également en vélo, donc sur cette délibération sont évoquées également les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les déplacements temporaires de personnel en mission, les modalités de prise en charge des agents en stage, les modalités de prise en charge des frais de déplacement dans le cadre de la participation aux épreuves de concours, des sélections, des examens professionnels. Donc pareil, voilà, il n'y a rien de nouveau, c'est simplement à travers cette délibération d'acter ce qui existe voilà, et de cadrer les choses pour la collectivité et les agents. Voilà. Question. Alors, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Merci, l'unanimité. Nous passons à la 9e, régime d'équivalence lors des séjours en camp avec unité, modification. C'est encore pour M. Samuel, s'il vous plaît. Je crois que c'est la dernière fois. Oui, je confirme. Donc à travers cette délibération, il est proposé au conseil municipal d'apporter une modification au régime d'équivalence des heures de travail lors des séjours et des camps d'une durée supérieure à une nuit, au vu de la réalité des missions des animateurs qui partent en séjour sur plusieurs jours, qui est quand même une présence continue, des activités nocturnes. Et donc le forfait actuellement fixé pour les séjours de plus d'une nuit, 7 heures par jour et 3 heures par nuit, est jugé sous-évalué. Il est proposé de porter ce forfait à 10 heures par jour et 3 heures par nuit, soit 13 heures de travail effectif, comptabilisées par journée complète, intégrées dans l'annualisation prévisionnelle des agents concernés avec un recours compensateur de 11 heures par journée de camp. Le régime applicable au séjour et au camp d'une journée égale et une nuit demeure inchangé. Voilà, je pense que c'est une aide également qu'attendent une revalorisation qu'attendent nos agents animateurs qui participent au séjour et qui donnent de leur temps et beaucoup d'investissement en participant à ces séjours. Question. Je mets au vote, donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, et l'unanimité, je vous remercie. Donc, ça c'est fini. Donc nous allons passer à la convention de mise en souterrain des réseaux aériens de communication électronique d'Orange, établi sur support commun avec les réseaux publics aériens de distribution d'électricité rue Landegrand, c'est le TR6, TR7, et le rapporteur c'est M. Jean-Jacques Régade. Bonjour à tous. Alors, excusez-moi, il y aura 3 dépôts, puisque il y a beaucoup de gens qui travaillent à Orange. Là, il y a Mme Michel, Mme Huissier, je ne me trompe pas, et Mme Béchal. Voilà. Ah oui. Oui. Donc le but de la délibération, c'est de valider l'enfouissement des réseaux de la dernière tranche de la rue de Landegrand. Donc la convention de mise en souterrain des réseaux aériens de communication électronique d'Orange est établie sur des supports communs avec les réseaux publics aériens et la distribution électrique de la rue de Landegrand. Donc la rue de Landegrand arrive dans la dernière phase. Le but est de finaliser l'enfouissement des réseaux, considérant que la commune gardera la propriété des infrastructures, tout ce qui est partie civile, génie civil, tandis qu'Orange reste propriétaire de ces installations. Il a été réparti d'une quote-part de 82% à la charge d'Orange et 18% à la charge de la commune. Le but de cette délibération, c'est de pouvoir finir la dernière tranche des travaux et finaliser la suite des travaux. Voilà. Des questions? Je mets au vote qui est contre, qui
Qui s'abstient? Qui est pour? Ah, merci. Oui, unanimité, moins de 3, dépôt. 4. Ah oui, pardon, 4. Oui, excusez-moi. Formation des élus municipaux. Alors je vais vous lire la partie justement qui est la principale. Adopte le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 2% du montant des indemnités des élus. Adopte les modalités de prise en charge de la formation des élus selon les principes suivants. D'abord, agrément de l'organisme de formation, dépôt préalable au stage de la demande de remboursement précisant l'équation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville. Liquidation de la prise en charge sur justificatif des dépenses et répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. Donc, décide selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l'enveloppe financière prévue à cet effet. Avez-vous des questions sur la formation des élus? J'avais une question de Huissier. Le point 3, liquidation de la prise en charge sur justificatif des dépenses. Ce sont les repas et déplacements liés à cette formation? Tout à fait. D'accord, merci. Oui, les inscriptions aussi. La formation. Juste pour compléter sur cette délibération, c'est vrai que la loi détermine un budget, notamment pour chaque élu annuel. On peut, pour se former, dépenser jusqu'à 400 euros. Jusqu'à 400 euros par an. Ici, par élu, hein, par an et par élu. Si elles ne sont pas dépensées, ça se perd. Donc on vous invite vraiment tous individuellement. N'hésitez pas à vous former. Voilà, et à utiliser ce budget-là, c'est fait pour. Il y a des organismes, voilà, comme l'a dit monsieur le maire, spécifiques pour les formations. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous former, je pense que c'est une très bonne chose. Une autre question? Je mets au vote, donc vote contre, abstention, pour, unanimité, je vous remercie. Là, nous passons donc à la 12, ce sont les tarifs municipaux 2026-2027, et là, je passe la parole à M. Jean-Manuel Perrin. Merci, monsieur le maire. Donc, les tarifs, nous sommes tenus de les actualiser pour l'année à venir. Nous souhaiterons que ces tarifs soient applicables à partir du 1er août 2026, contrairement à ce qui est marqué à la fin de la délibération le 1er juillet 2026, pour une raison, c'est qu'entre il y a le 14 juillet, et donc on aurait un problème pour résoudre et actualiser la tarification pour cet événement. Donc, globalement, les tarifs ont été revus et maintenus pour l'ensemble, sauf pour certains points, dont la manifestation, suppression du tarif de la manifestation culturelle Regard sur le monde, occupation du domaine public, ajout des tarifs de vente ambulante selon le type de manifestation, autres ajouts, des tarifs de buvette de diverses manifestations. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Catherine Durand. Alors, concernant l'ajout des tarifs de vente ambulante, je voulais savoir si les commerçants de la ville participent à des manifestations style 13 juillet, etc. Est-ce qu'ils seront soumis à ce tarif? C'est obligatoire. Merci. Et on a déjà, des fois c'est dur, même, surtout quand tu arrives des fêtes foraines, des discussions sérieuses, des fois, pour se faire régler. Et avec les commerçants, il n'y a aucun problème, et puis après, c'est correct.
Donc ils sauront si par exemple le boucher, j'en sais rien, n'importe quoi, participe, il devra s'acquitter de 200 €. 200 €. Ah, mais pour le 13 juillet, c'est 200 €, pour la fête de la musique, c'est 200 €, sinon c'est 100 € pour les guinguettes. Attendez, ça je... Aurélien Arjas, du coup, je vais vous répondre. Non, si le commerçant vient sous l'association des commerçants, il n'aura pas à s'acquitter de cette redevance. C'est dans le cas d'un commerçant, effectivement, pour l'événement du 13 juillet ou de la guinguette du 24 juillet, là, il devra s'acquitter de la redevance de 100 € pour la guinguette et de 200 € pour le 13 juillet. Sachant qu'on demande que ce soit qu'à partir du 1er août, puisque là, on a déjà trouvé les commerçants pour ces deux manifestations, et ça serait beaucoup trop compliqué de leur dire que le tarif augmente entre-temps. Si c'est une manifestation, par exemple, que l'association des commerçants organise, que vous avez organisé Halloween, ils seront soumis. On reste non, sur les 20 on €. reste On reste sur les 20 €. sur Ce les 20 tarif-là, c'est que vraiment pour les manifestations spéciales, comme le 13 juillet, la fête de la musique ou la guinguette, qui attire souvent, enfin, plus de 500 personnes facilement. Donc forcément, en termes de chiffre d'affaires, ça représente un beau chiffre. Est-ce qu'on ne pourrait pas le rajouter à la délibération que l'association des commerçants n'est pas soumise, enfin que ça soit spécifié? C'est toutes les associations qui ne sont pas soumises à ce type. Ce n'est pas des commerçants, ça va être des associations qui... J'ai compris. Merci. Il ne faut pas confondre. Là, ils ne sont pas dans leur commerce. Hein. Ils sont vraiment dans le milieu associatif. Et j'ai une autre question sur les tarifs. Lors de la commission, on a évoqué l'éventualité de réfléchir sur la dégressivité des tarifs de l'école municipale d'art, sachant que c'est déjà une réflexion que j'avais menée avec la directrice, enfin la direction de l'EMA, savoir si c'est quelque chose que vous envisagiez ou pas. Donc la dégressivité au nombre d'enfants, au nombre d'activités choisies par la même famille. Marie-Josée Durand-Villalon, pour vous répondre de façon très succincte, en fait, le choix qui a été fait en accord avec la directrice, c'est de ne pas augmenter les tarifs, de rester sur ces tarifs-là. Et pour l'instant, la dégressivité, on ne l'appliquera pas. Mais est-ce que vous pensez, c'est une réflexion à mener, je ne dis pas qu'il faut l'appliquer au 1er septembre, mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Absolument, c'est quelque chose que j'envisage, puisqu'il y a beaucoup d'écoles municipales qui le pratiquent déjà. Si vous voulez, pour être très transparente, ça n'a pas pu se faire là. C'était en termes de vérification, d'analyse, ça n'a pas pu se mettre en place, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille, tout à fait. Et pour compléter, on est quand même sur le budget. C'est pas nous qui avons voté le budget, hein, donc on reste. Mais je demandais une réflexion, hein. Je ne demande pas de les appliquer au 1er septembre. Est-ce que vous avez, j'en ai parlé en commission, est-ce que c'est en réflexion? Ok. Jennifer Michalik, j'ai aussi des questions concernant cette délibération, s'il vous plaît. Il y a noté suppression de la manifestation Regarde sur le monde. Alors nous, alors moi je n'étais pas à la commission, mais j'ai vu le compte rendu, donc je voudrais qu'on nous confirme que cette manifestation est supprimée, et c'est pour ça qu'il n'y a plus de tarification. Aurélien Arjas, oui, je vais vous répondre, Mme Michalak. On souhaite supprimer l'animation, enfin le spectacle Regarde sur le monde pour le remplacer par autre chose sur lequel on est en train de travailler. C'est pour ça qu'on a supprimé le tarif, mais un autre sera voté dès que la nouvelle festivité sera mise en place. Merci pour votre réponse. J'ai deux questions. Dans quel cadre les tarifs de buvette sont appliqués? Est-ce une tarification imposée aux assos ou est-ce une tarification lorsque la mairie tient la buvette? Je vais également répondre. Donc c'est dans le cas où la mairie tient la buvette. Voilà. Ok, d'accord. Donc dans le cas, par exemple, si on revient sur la guinguette, la mairie offrait des crêpes. Donc l'idée, c'est pas de les offrir tout le temps, c'est qu'à un moment les faire facturer directement aux personnes qui le souhaitent. Donc pour ça, on est en train de mettre en place des personnes qui pourront prendre la régie ou qui pourront encaisser l'argent pour avoir des recettes en plus dans le milieu. Ok, merci pour cette précision. Dernière question, est-ce que les tranches pour les tarifications scolaires et extrascolaires seront revues afin d'être simplifiées et plus équilibrées? Alors ça rejoint un petit peu ce que disait Madame Durand, mais de façon plus large même. En fait, ce qu'on a précisé en commission, c'est que là, on n'a pas eu le temps d'avoir une réflexion et de retravailler l'ensemble des tarifs municipaux qui nous sont proposés ce soir. Donc, on a
retoucher un peu à la marge, mais l'idée c'est qu'effectivement pour l'année prochaine, on ait une réflexion plus globale sur l'ensemble des tarifs, et je crois sous le contrôle de Julie, effectivement il y aura une réflexion sur ces tarifs scolaires. Merci beaucoup. D'autres questions? Alors, moi j'avais une autre question, mais en fait elle remonte un peu avant. C'est qu'on avait évoqué la création des fiches de poste. Donc voilà, vous me confirmez, parce que sur certains, beaucoup d'agents, les fiches de poste n'existent pas. Donc vous me confirmez que l'écriture est en cours et que ça serait, j'avais noté, début 2027. Hein. Laurent, pour répondre à cette question et à ce qu'on avait évoqué en commission, sur les fiches de poste, il y en a. On ne part pas de zéro, hein, certains agents ont leurs fiches de poste. Simplement, ce qui nous a été remonté, et l'engagement qu'on a pris en CST, c'est qu'il y a des fiches de poste, soit pour certains agents qui n'existent pas, ou soit qu'il faut actualiser en fonction de leur mission. Donc, c'est plutôt ça, je pense. Surtout actualiser, il y a un travail d'actualisation sur les fiches de poste. Donc, on a pris l'engagement de faire en sorte que chaque agent passe un entretien annuel en fin d'année. Donc chaque agent va rencontrer son chef de service. Et donc il faut profiter de ce moment-là pour évoquer les missions de chacun et derrière établir les fiches de poste. Après c'est un travail effectivement important, notamment pour la direction des ressources humaines. Voilà, mais c'est l'engagement et l'orientation qu'on souhaite prendre, que chacun soit doté d'une fiche de poste à partir de début de l'année prochaine. Donc on refera un point lors d'une prochaine commission pour voir où on en est. Pas de questions? D'accord. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Qui est pour? Merci. Je suis pressé du soir. Alors, donc à la presse. Ah oui, encore oui. Admission à non-valeur des créances irrecouvables, non-valeur des créances éteintes. Le rapporteur, c'est Jean-Emmanuel Pereira. L'administration en non-valeur est une mesure administrative d'apurement budgétaire et comptable qui porte sur des créances en général anciennes, dont les perspectives de recouvrement sont quasi nulles. Cette demande est sollicitée donc par le comptable public sur des créances irrécouvrables entre 2019 et 2024. Pour l'essentiel, ces créances irrécouvrables, on les retrouve sur le périscolaire pour une somme de 1179,53. Cette créance, on la passe comptablement, mais elle ne s'éteint pas, contrairement à la suite, qui sont les créances éteintes qui doivent être portées sur la décision de justice, en souvent liées au surendettement des familles ou à la faillite personnelle des familles, qui sont passées et portées en pertes et profits pour cet exercice à 2843,89. Donc là, c'est vraiment irrécouvrable et éteint. Donc, on annule l'écriture. Merci. Question? Oui, Béatrice Huissier. Effectivement, on voit des créances de 2019. Pendant combien de temps vous devez laisser une créance ouverte? C'est-à-dire qu'on aurait pu faire un petit nettoyage plus tôt ou il y a un délai légal pour les faire mourir? Alors, ces créances-là, comme elles ne sont pas éteintes, elles vont courir jusqu'à ce qu'il y ait une décision de justice pour l'éteindre. Et ça, c'est le comptable public qui nous indiquera, puisque c'est à lui qui revient le recouvrement. D'accord, vous n'êtes pas décisionnaire en fait. Non. Oui, pas du tout. Bon. D'autres questions? Donc on met au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour l'unanimité, je vous remercie. Donc là, on passe à la désaffection de la parcelle B, D297, rue de Ségur. Et là, c'est M. Stéphane Pigeur.
Je vous remercie, monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Donc là, nous avons la délibération sur 2 délibérations à 14 et à 15. C'est le même sujet. C'est la parcelle DD 297 rue de Ségur. Donc, pour info, c'est le terrain qui a servi de lycée provisoire pendant la reconstruction du lycée. Collège, pardon. C'est quelque chose qui a déjà été soumis au vote le 24 février dernier. Mais là, aujourd'hui, c'est une mise en conformité des procédures, puisque nous avions voté dans ce conseil municipal la désaffection de ce terrain et le déclassement. Et en fait, ça doit être fait en 2 fois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous le représente pour 2 votes. Et donc, je laisse monsieur le maire procéder au vote pour la délibération numéro 14, qui est la désaffection de la parcelle DD 237. Question? Non. Excusez-moi, mais j'arrive pas à lire. Alors, qu'en est-il du projet de cette parcelle pour lequel l'équipe, enfin une partie de l'équipe en place, avait voté contre lors de cette fameuse délibération du 24 février 2026? Alors, oui, effectivement, on avait voté contre, sauf que effectivement tout est signé. Donc nous, on est arrivé, ben, voilà, c'est fait. Par contre, dans ce qu'on a changé sur le projet de cette parcelle, c'est surtout d'augmenter la partie, je dirais, médicale, c'est-à-dire maison médicale, puisqu'il nous proposait une... Alors c'est toujours un projet, attention, rien n'a été signé, on n'a rien signé aujourd'hui, mais de passer de 300 mètres à 600 mètres, parce qu'une maison médicale de 300 mètres carrés, ça me paraissait un peu petit, et aussi d'essayer de passer cette maison médicale à maison d'urgence, puisque aujourd'hui, quand on a une urgence, on est obligé d'aller à Margaux ou à Saint-Aubin. C'est pas que je ne veux pas Saint-Aubin, mais c'est vrai qu'on n'a absolument pas de médecin d'urgence sur la commune. Donc ça, c'est le projet. Après, de l'autre côté, ce qui nous a été proposé, c'est la construction de maisons individuelles sur le côté de la route du chemin. Et côté maison de retraite, effectivement, des logements sociaux. Donc ça, on attend le projet. Aujourd'hui, c'est un état de projet. Il n'y a rien de décidé. On attend que le projet arrive. Ce qui est sûr, c'est que ce terrain ne va pas rester comme ça, parce que j'ai toujours peur que quelque chose arrive, et surtout les gens du voyage. Donc là aussi, on a un travail de remise en état qui normalement devrait se faire, on aurait dû attaquer cet été, mais on est un peu en retard. Mais voilà, on n'a rien décidé là-dessus, parce qu'aujourd'hui, encore, rien n'a été prévu pour cette parcelle. Ce n'est qu'un état de projet. Ludovic Couton, j'ai une question, s'il vous plaît. J'aurais voulu savoir si vous allez intégrer les médecins de la ville au sein de ce projet, et est-ce que vous les avez déjà rencontrés? Alors, c'est très compliqué parce qu'effectivement, je ne les ai pas rencontrés, j'ai rencontré ceux qui voulaient. J'ai donné l'adresse, si vous voulez, à la personne qui organise la maison médicale pour les contacter. Et bon, ils ont quand même beaucoup d'activités, c'est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 3 toubibs, un dentiste, les kinés et les infirmières qui ont été contactés. Ça a été fait, mais c'est un monsieur qui s'occupe de ça, qui est spécialisé en Europe, qui s'occupe de les contacter pour la maison médicale. Parce qu'il faut savoir que la maison médicale, ce projet, ce n'est pas un projet immobilier, c'est un projet vraiment intéressant dans le sens où ce qu'il propose, il n'y a pas de marge de promoteur là-dessus. C'est vraiment du net. Donc ce qui est intéressant pour les toubibs, c'est d'avoir soit des crédits à rembourser ou des loyers qui soient modérés. C'est quand même intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant au niveau du projet. Donc il faut qu'on les laisse venir encore sur l'étude, savoir, parce qu'on a un peu bousculé les choses, de passant de 300 mètres à 600, ça complique un petit peu l'installation du projet et il y a moins de rentabilité après, entre parenthèses, sur les loyers. Bon, après voilà. Mais sinon, oui, ça a été un peu dur d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas été réactifs beaucoup de suite. Il a fallu quand même insister pour avoir des gens qui participent au projet de la maison médicale. En sachant que cette maison médicale, ce qui serait souhaitable, c'est que aussi il y a d'autres professions qui arrivent, telles que l'ophtalmo, d'élargir un petit peu l'offre. Et là, ça va devenir compliqué. On verra ça avec les rendez-vous avec l'ARS pour voir ce qu'on peut proposer pour les futurs candidats. C'est un projet assez long, hein, quand même. J'ai une question complémentaire.
Vous avez dit qu'il y avait, que quand vous êtes arrivé, il y avait des choses qui étaient signées, mais ensuite qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore signées. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui était signé quand vous êtes arrivé et ce qui va se signer après? Ce qui est signé, c'est la vente du terrain, ça ne va pas y revenir, mais après le projet peut tout faire. Ok. On a le montant du coup de la vente du terrain? Ah, alors. Oui, c'était dans la délibération du dernier conseil municipal de l'ancienne majorité. Oui, le montant Ça n'a pas bougé, ça. Non, attention, je m'engagerai pas autant. Rien n'est signé. Je ne m'engagerai pas autant. Rien n'est signé aujourd'hui, les promesses de ciel qui se donnent. Moi, je n'ai pas signé le montant. Aujourd'hui, ils n'ont pas été votés. Attention, on est en période de crise, il y a beaucoup de problèmes. Loïc Rosier du Plantier. Au-delà de la maison médicale, en termes de logement, est-ce que par rapport au nouveau projet là, qui est en train d'être travaillé, est-ce que vous pouvez nous dire le nombre de logements prévus? Est-ce que c'est uniquement du logement social, de l'accession à la propriété? Est-ce que vous avez des détails, s'il vous plaît? Alors, compte tenu que je leur ai posé 600 mètres, ils auront la plus les mêmes ratios pour les logements. Je n'ai pas le montant, hein, le nombre de logements. Par contre, oui, effectivement, les maisons constructibles d'un étage, sans étage, pardon, de rez-de-chaussée, c'est l'accessibilité à la propriété pour les gens de l'accessibilité. Ça, c'est bien. Et de l'autre côté, les logements sociaux qui seront faits côté maison de retraite. Aujourd'hui, le projet est comme ça. Par contre, le nombre, j'ai doublé la maison médicale, ils sont en train de refaire l'étude. Au niveau de la rentabilité, ils vont certainement être obligés d'augmenter le nombre de logements pour que le projet soit rentable. Je vous le dis, hein, la société qui est venue, là, qui se propose, ce n'est pas une société de promoteurs. Eux, ils sont à l'étude et après ils vont confier ça à un organisme tel que Gérard d'Habitat ou autre. Donc il n'y a pas de. C'est pas une surcharge de plan d'objets financiers là aujourd'hui. C'est d'étudier la faisabilité avec ce qu'on a demandé. Parce qu'il y a quand même un PLU, il faut qu'il suive après le PLU aussi. Un bassin que pour la maison médicale, il faut beaucoup de parties. Merci. Oui, je me rappelle effectivement, que aussi cette opération, elle est faite pour aussi en faire profiter le maximum de jeunes de Parempire qui cherchent à s'installer sur la commune avec l'accessibilité à la propriété, ça c'est important aussi. Notre question? Oui, j'aurais une question, le Coutan, sur est-ce que vous allez contraindre les promoteurs dans ce projet sur l'esthétique, sur les espaces verts obligatoires? Est-ce que ça va être quelque chose que vous allez envisager? Parce que jusqu'à maintenant, effectivement, quand on voit certains logements se délabrer avec des espaces verts au minimum, Non, voilà. Donc en fait, est-ce que dans le projet, vous allez intégrer Alors, c'est l'ensemble des projets qui sont présentés aujourd'hui à la commune par les promoteurs. Ils sont. Alors, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que la métropole a décidé donc de ne plus couper les arbres protégés. Bon, déjà, il y a beaucoup de projets promoteurs qui sont remis en cause à Parempire parce qu'ils avaient prévu de raser les arbres, ils ne peuvent pas. Donc, ça, déjà, c'est une protection. Surtout que là, devant, je ne vais pas citer, mais ça a bougé dans le bon sens. Il faut que les promoteurs s'organisent avec la nature. Ça, c'est quand même assez beau parce que jusqu'à présent, je vous garantis que là devant, ils n'ont pas fait de détails, ils ont coupé les forêts entières. Donc aujourd'hui, ça c'est terminé. On a notre mot à dire là-dessus, on peut agir là-dessus, et effectivement, la métropole quand même surveille aussi cette opération. Et d'ailleurs, je peux peut-être en profiter pour vous dire que la métropole, le bois d'Arboudou, il va très bien. Et c'est pareil, j'en profite pour vous le dire, ça fait partie des arbres quand on parle de la nature. Il y a 95 arbres qui vont être abattus, malheureusement, accessoirement. Mais il y a une prévention qui va être faite de replanter les arbres. Mais là, on a déjà une mauvaise nouvelle là-dessus. Je donnerai encore à Jean-Jacques tout à l'heure. Donc aujourd'hui, les promoteurs quand même sont tenus à ne plus couper les arbres. On dit que c'est pire qu'avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut décider effectivement de ne pas couper les chênes, ainsi de suite. Ils peuvent couper à la limite les acacias. Le reste, ça peut être protégé. Donc c'est à nous aussi, avec l'urbanisme, de surveiller ça à la mairie, de ne pas laisser faire n'importe quoi. Alors ça réduit les projets, sachant quand même qu'on a besoin aussi de logement à Parempire, donc tout ça c'est une gymnastique qui va, dans les prochaines années, qui va arriver. Si tu veux compléter, quand vous donnez une info sur Arboudou, oui, je vais vous faire un petit topo rapidement.
il est prévu à partir du lundi 13 juillet une campagne de mise en sécurité du parc de l'Arbono, qui hélas, depuis 16 ans, a été un peu abandonné. En fait, il en résulte aujourd'hui que 97 arbres vont être abattus, 140 vont être taillés sévèrement en plein été. Le bois va être valorisé en copeaux pour permettre de faire du paillage. Il est prévu de faire un programme de replantation avec les écoles de Parampilh. Il sera proposé au mois de la prochaine rentrée scolaire que chaque école identifie 100 jeunes. Et avec Bordeaux Métropole et les parents, s'ils veulent assister aux enfants, chaque enfant aura son arbre à planter pour replanter cette forêt. Voilà. Avec peut-être, on est en train d'étudier une petite carte d'identité pour que l'enfant, au fil du temps, puisse venir et reconnaître son arbre. Voilà. Écoutons, j'avais une question concernant cette information. Les arbres en fait, que vous avez identifiés malades, ils ont été identifiés par quel organisme et comment ça a été identifié? Alors, historiquement, ce bois l'Arbono, dans les années, je ne vais pas dire de bêtises, le premier mandat de Madame de François et Madame Seyad avaient sollicité une expertise. Il a été fait 3 expertises sur les 18 ans, réalisées par l'Office national des forêts. Et depuis qu'il y a la mutualisation des espaces de la ville de Parampilh, Bordeaux Métropole et son service forêt et gestion forestière du patrimoine a fait plusieurs diagnostics et préconisations. Aujourd'hui, on n'est pas sur de la gestion, on est dans des mises juste en sécurité. D'accord ? Pas confondre. La gestion va venir dans un deuxième temps, donc il y aura peut-être encore des arbres qui seront remis en état ou pas. On est juste dans des mises en sécurité par rapport aux promeneurs. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, si vous vous promenez, vous avez vu que des branches tombent sans arrêt. Donc c'est juste de la mise en sécurité. Et dans un deuxième temps, il y aura une gestion, effectivement, par les services de Bordeaux Métropole. Il faut convaincre quand même les délibérations, excusez-moi. Donc, c'est la 14. On est d'accord? C'est ce que vient de nous dire M. Pijard. Qui est contre? Abstention? Pour? Unanimité, merci. Ah oui, parce qu'on a voté pour les deux, la 15 aussi. Hein. Non? Ah, vous l'avez voté? Ok. Bon, alors. C'est toujours la rue de Sécur, on est d'accord? Ok. C'est la DNB 15. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Bien. Maintenant, nous allons passer à la convention d'entente intercommunale carte jaune partagée, désignation des représentants. Donc, moi je vais vous dire, j'espère que vous avez lu le devis avec tous les articles et ainsi de suite. Je vais passer à la chose principale qui est l'entente intercommunale de la carte jaune repose sur les principes suivants. Une inscription gratuite, un dispositif unique offrant les mêmes avantages à chaque jeune, quelle que soit sa commune de résidence du moment que celle-ci participe au dispositif. Les bénéficiaires individuels âgés de 0 à 25 ans inclus, avec la possibilité pour l'accompagnateur du jeune de moins de 16 ans sur certaines offres de bénéficier également d'un tarif réduit. Des partenariats sans compensation financière dans le périmètre culturel, sportif et de loisirs et hors activité strictement commerciale, sauf lorsque cette activité contribue à l'émancipation des jeunes, ex-permis de conduire. Des outils de communication dédiés aux détenteurs. Un relais de proximité adapté pour chaque commune en fonction de ses moyens et de mise en œuvre sous la responsabilité directe. Une conférence intercommunale dénommée COPIM, dans laquelle chaque ville participe, dispose d'un représentant et doté d'une voix, assure le suivi du dispositif.
Alors, désigner les représentants de la commune au sein de la conférence intercommunale sur proposition du maire en les personnes de Julie Moisset en tant que titulaire et Clara Fort en tant que suppléante. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On revient au vote. Qui est contre, pardon. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie pour les jeunes. Bien. Alors, nous allons passer donc aux questions qui ont été posées. Si vous voulez bien les poser, les questions qui ont été écrites, c'est des questions écrites qu'on a reçues à Mireille, d'accord? Exactement. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, peut-être qu'il y en aura d'autres. Alors, projet UMME, état d'avancement des procédures et stratégies de la commune. Le projet UMME connaît depuis plusieurs mois une accélération significative de ces procédures administratives. Depuis l'engagement d'un recours par votre équipe et soutenu par la nôtre contre les infrastructures portées par RTE, plusieurs évolutions importantes sont intervenues. Il y a la poursuite des procédures administratives relatives au projet, la procédure de modification du PLUI engagée sous l'autorité d'État qui a même été validée, le dépôt puis délivrance du permis de construire, la poursuite de l'instruction environnementale, et vous avez eu une réunion organisée le 24 juin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec le secrétaire général de la préfecture. Compte tenu de ces évolutions majeures, les habitants sont nombreux à s'interroger sur les actions effectives engagées par la commune et sur la stratégie qu'elle entend poursuivre. Nous souhaiterions obtenir les informations suivantes. Premièrement, le recours contre la décision communale RTE. Quel est l'état d'avancement exact du recours engagé par la commune contre le tracé et les indemnités pour la ligne RTE? Et quelles sont les prochaines échéances procédurales connues à ce jour? La commune dispose-t-elle d'éléments nouveaux susceptibles de renforcer sa position? Vous souhaitez que j'énumère tout ou on répond au point? Non, une réponse globale? Globale. Oui, bah, enfin, sur ce sujet-là. Ok, très bien. Relation avec les services de l'État. Donc, quels enseignements la municipalité tire-t-elle de la réunion qui était prévue donc, le 24 et qui donc, a eu lieu avec le secrétaire général de préfecture? Des engagements ou orientations particulières ont-ils été présentés aux élus concernés? C'est-à-dire vous. Coordination avec les autres communes. Les maires des communes concernées par le projet sont-ils régulièrement associés aux discussions menées avec les services de l'État ou le porteur de projet? Existe-t-il une coordination formalisée entre les communes concernées afin de défendre des positions communes? Des actions conjointes avec Blanquefort et Saint-Louis-Montferrand et éventuellement d'autres communes opposées au projet sont-elles envisagées? On a appris entre-temps, entre le moment où on a déposé ces questions et aujourd'hui, qu'effectivement, il y a un recours, voire plusieurs, qui seront portés par Blanquefort et Saint-Louis-Montferrand, et on attend du coup vos informations de votre côté. Sur les échéances à venir, donc, quelle position la municipalité entend-elle adopter concernant la modification du PLUI? Le recours par notre municipalité est possible jusqu'au 7 juillet 2026. Qu'en est-il? Le permis de construire délivré, la future autorisation environnementale et toute autre autorisation administrative restant à intervenir. La commune envisage-t-elle d'exercer les voies de recours dont elle dispose contre ces différentes décisions administratives? Information et participation du conseil municipal. Compte tenu de l'importance du projet pour l'avenir de la commune, la municipalité envisage-t-elle de soumettre au conseil municipal les décisions majeures relatives aux éventuels recours futurs afin que l'ensemble des élus puissent se prononcer publiquement sur la stratégie de défense des intérêts de la commune? Et enfin, et en dernier recours, afin de disposer d'une situation de référence objective avant toute éventuelle réalisation du projet, et j'insiste sur toute éventuelle réalisation du projet, la commune est-elle prête à demander à l'État ou à Bordeaux Métropole ou à tout organisme public indépendant la réalisation d'un état initial portant notamment sur la qualité de l'air, la qualité des eaux, la qualité des sols, les niveaux sonores, les nuisances lumineuses,
avec des points de mesure répartis sur les communes concernées et particulièrement dans le secteur les plus exposés. Une telle démarche permettrait de disposer de données incontestables pour évaluer ultérieurement les impacts réels du projet sur l'environnement et la qualité de vie des habitants si le projet d'installation venait à se concrétiser, et on espère qu'il ne se concrétisera pas. Bien, d'abord, je voudrais faire un petit historique en ce qui concerne notre position, et en particulier la mienne, en ce qui concerne EMM. Je suis content aujourd'hui de voir des gens qui bougent enfin, parce qu'on n'était pas si nombreux il y a 2 ans à être contre le projet EMM. Et je vais vous la faire courte. Ce qui m'a surpris le plus, en tant que nouveau maire, on est venu me chercher pour manifester la préfecture, et je me suis retrouvé devant la préfecture tout seul, avec quelques élus. On était vraiment dispersés, Parampure était en force, effectivement, sauf qu'on était tout seul. Alors aujourd'hui, la conclusion elle est simple. C'est pas qu'on a perdu la bataille, c'est qu'on est à côté de la bataille. Donc il faut être réaliste d'abord, déjà, connaître le projet depuis le départ, et nous on y est depuis le départ fortement engagés. Et ce que j'ai pu me rendre compte effectivement, c'est que quand je suis arrivé à la préfecture, comme on dit, on m'a félicité de faire la paix à Parampure. Donc il faut commencer par faire la paix pour avoir raison. Aujourd'hui, cette situation, je vais vous lire le texte, est dangereuse pour nous dans le sens où les gens s'amusent autour, ils excitent tout le monde, mais ils n'ont jamais rien amené et ils ne sont jamais venus dans les réunions. Ça, je suis quand même inquiet. Et de même, il y a des gens qui s'opposent au permis. Nous, on s'est opposés, et je vous le dis au calme, parce que c'est la seule solution qui peut freiner aujourd'hui, je dis bien freiner, l'installation de l'usine. C'est la seule. Le recours au permis, excusez-moi par habitude, pour ceux qui me connaissent, ceux qui essaient de faire un recours au permis, quand j'attaque au tribunal, on a perdu. Et vous perdez. Pourquoi? Effectivement, tous les recours sont annulés, on le sait. Aujourd'hui, ils ont le feu vert partout. Et quand je dis partout, excusez-moi, mais alors, ceux qui sont venus avec moi à la chambre de commerce, quand on a vu les gens présents et ce qui se prépare, aujourd'hui, il faut qu'on fasse très, très, très attention. C'est bien l'aspect médiatique de dire qu'on fait un recours, mais il faut assumer. Or, déjà, assumer le recours du câble, je vous garantis que les pressions sont énormes. Et quand je dis pression, c'est des pressions. Aujourd'hui, on tient grâce à ça. Parce que, et d'ailleurs, j'ai reçu de vos courriers sur les alertes, vous savez, sur les problèmes des enfants, ainsi de suite, par rapport à la dangerosité du câble. Donc moi, ce que je vais proposer, c'est tout simple. C'est d'abord déjà une réunion publique avec RTE. D'abord, puisque vous m'avez écrit que le câble, et je ne le savais pas, je savais que c'était dangereux, mais à ce point-là, je ne savais pas, parce que quand je lis, on est presque accusé de foutre le cancer au gamins devant les écoles. Donc il va falloir que tout ça, ce soit public et effectif, qu'aujourd'hui, si le câble est dangereux, il faut qu'on en parle, il faut qu'RTE vienne nous expliquer. Ça, c'est le premier point. Et je vous garantis que tout le reste de ce que j'ai vu, on pourra faire tous les recours du monde, tous les recours qu'on voudra, on ne gagnera pas. Donc attention, c'est l'intérêt de Parampure. Blanquefort s'amuse, ok, s'amuse vont faire un peut-être un peu plus sérieux. Par contre, je vais vous annoncer quand même, après, je vous lirai le texte, ne vous inquiétez pas. Et en ce qui concerne notre position à la métropole, moi aujourd'hui, ma délégation à la Bordeaux Métropole, c'est surtout la prévention des risques naturels, technologiques et l'agriculture périurbaine. Et par contre, à côté de moi, j'ai le maire de Saint-Paul, qui lui est en gestion du milieu aquatique, mais surtout de la prévention des inondations GEMAPI. D'accord? Et après, moi j'étais surveillé, c'est pour ça que je me méfie de tout, il faut tout savoir. Nous avons M. Alexandre Rubio, le maire de Bassens, qui lui défend l'usine. Vous êtes au courant. Et quand vous connaissez ce monsieur, quand je les vois dans l'hémicycle à la métropole, ce sont des gens qui sont dans le même parti. Donc je suis très inquiet. Moi, pour moi aujourd'hui, c'est une attaque politique, c'est pas pour l'intérêt de Parampure. Et là, je ne suis plus d'accord. Je ne suis plus d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de Parampure. Si l'usine se fait, qu'est-ce qu'on fait? Et vous avez raison, il faut poser la question et avoir les similitudes. C'est ça qu'il faut aujourd'hui se combattre. C'est pas autre chose. Si l'usine ne se fait pas, ben, ça ne sera pas. Et si elle se fait et qu'on ne fait que faire des recours et des machins, ça ne va pas marcher. On risque de nous marcher dessus. Et je vous garantis, quand vous entendez RTE, que j'ai vu, il m'a dit, monsieur, le câble, vous ne voulez pas nous laisser passer, il va passer un aérien dans le centre-ville. On fait quoi? On est d'accord? Donc, la puissance de l'État, écoutez-moi, la puissance de l'État, Parampure,
vous avez vu en tant que maire, pas une fois on m'a adressé quoi que ce soit à signer ou on m'a associé à une réunion. Pas une fois depuis que je suis arrivé. Et je peux vous dire que quand j'étais devant la préfecture, le lendemain, je me suis fait remonter les bretelles comme jamais. Donc c'est clair, je n'ai pas vu les maires ce jour-là. J'étais le seul maire dans la préfecture. Donc aujourd'hui, le procès qu'on peut faire à Parampure, il n'y en a pas. Nous, on est au combat depuis 2 ans. Et avec, je vous signale quand même qu'il y a un collectif et que le collectif est au combat. Donc après, c'est vrai que la CPSO choisit de faire un recours, mais ça c'est leur problème. Moi, Parampure, je ne veux pas engager du danger pour Parampure. Un recours, c'est dangereux. Excusez-moi, madame, excusez-moi. L'usine, si je sais qu'elle est dangereuse, d'abord, mon premier métier, c'était mineur de fond. Le transformateur minéré, je connais parfait. Donc ça, c'est des choses que je connais. Mais madame, sachez que vous n'avez pas le choix aujourd'hui. Il va nous être imposé, quoi qu'il arrive. Dans toutes les réunions que je vois, tout a été signé. Est-ce que vous avez vu toutes les autorisations qui sont signées? Ça sort tous les jours, il n'en reste plus qu'une. Est-ce que vous croyez qu'elle ne va pas sortir? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'ils démarrent les travaux? Ben voilà, il va arriver le 3 juillet, continuer les fouilles. Et au mois de septembre, ils attaquent les travaux. Donc, point. Après, le recours, ça va durer combien d'années? Je ne peux pas prendre le risque de lancer Parampure dans des dépenses, parce qu'attention, après, il faut assumer. L'avocat, rien que sur le recours du câble, on est tous ensemble, c'est 12 000 € que j'ai eu de facture. Moi, je ne peux pas engager Parampure comme ça dans des dangers pareils si l'usine se monte. D'autant plus que s'il gagne le recours, il me dit, on va recevoir les factures. C'est-à-dire qu'après, ils peuvent nous attaquer à nous. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on fasse tous ensemble, c'est surveiller ce qui va se faire, ramasser ce qu'on peut ramasser. Si ça ne se fait pas, tant mieux si les recours ils gagnent. Moi, je suis d'accord, hein, s'ils gagnent les recours. Mais si on ne gagne pas, il faut qu'on soit présent et surveiller l'usine. Et je n'ai pas choisi d'être vice-président de la métropole, que j'aurais pu. J'ai choisi une délégation que pour l'usine. D'accord? J'ai pas fait, j'aurais pu faire le mot, hein, n'est-ce pas, par une délégation comme tous mes camarades. Là, j'ai pas pris la vice-présidence, j'ai pris une délégation que pour l'usine. Donc je vous demande quand même de me faire confiance là-dessus. Le combat il va être dur, je vous garantis les baffes, je les prends tous les jours, c'est pas facile. Il faut y aller au combat. Et vous savez, j'ai été montré à la métropole par les écolos comme ça, ils me citaient. Non, non, ça je veux plus. Moi, j'ai jamais menacé personne. J'essaie de sortir par un cœur de ce bourbier, ça ne sera pas facile. Je vous garantis que ça ne sera pas facile. Et s'ils arrivent, on a intérêt d'être prêts pour faire la contre-attaque. Et ça, c'est un modèle de compétition, on ne peut pas faire autrement. Faire des manifs, c'est bien quand il y a du monde. Quand il n'y a personne, je m'excuse, mais les manifs aujourd'hui qui sont faits, vous avez vu comment ça se passe. Il y a 10 personnes, 15 personnes qui viennent. On n'est pas crédible. Si on occupe là-bas, oui, personne n'a osé occuper. On n'a pas eu de monde. Personne ne se mobilisé. Qui c'est qui se mobilise à part nous? Voilà. Donc voilà, j'entends bien, toujours les mêmes. Et je suis d'accord avec vous. Et ça devient dangereux pour Parampure. Il faut qu'on se méfie. On ne peut pas partir dans tous les sens. Alors, excusez-moi de la colère, mais c'est comme ça parce que c'est 2 ans que ça boule là-dedans. Et aujourd'hui, on est montré du doigt. Demain, je ne suis même pas invité. Je ne suis même pas invité à la conférence de presse. Et j'y serai demain matin. C'est une honte. Aujourd'hui, c'est une honte. On est du départ au combat. Même pas invité. Vous avez compris ce qui se passe? On fait les mots. Voilà. Et ça, je ne suis pas d'accord. J'ai une question, s'il vous plaît, Ludovic Coutan. En fait, j'aurais voulu revenir sur les échanges que vous avez eus avec Véronique Ferreira, justement. Oui. Est-ce que vous avez parlé ensemble du recours, justement? Oui. Et en fait, quels ont été le résultat de ces échanges? Parce que, en fait, si vous voulez, effectivement, vous dites que ça peut coûter de l'argent en fait, à la ville, mais si on mutualise en fait, avec les autres villes, forcément vous serez plus fort maintenant, parce que le discours qu'on entend aujourd'hui, c'est effectivement vous abandonnez en fait le fait de dire non à ce projet et de faire tout pour le bloquer, même si en fait aujourd'hui vous dites le projet il se fera. On peut rien faire. Par contre, on sera vigilant. En fait, c'est ce qu'on entend. C'est pour ça que je voudrais avoir un peu plus d'informations. Déjà, l'information que j'ai eue à la Chambre de commerce, parce que je vais dans toutes les réunions, et je ne vous explique pas le temps que je passe sur cette affaire, c'est tous les jours. Il y a des réunions partout. La Chambre de commerce, quand j'ai vu arriver, pourquoi je vous dis ça? Moi, je suis tout petit, par empire, un délégué à la métropole, tout petit, j'arrive, personne ne me connaît, je m'assois. Donc, on démarre la réunion, et là, qu'est-ce que je vois arriver? Mon nom sur l'écran. D'accord? Tous les financiers étaient là, autour de la table. Tout le monde, il y a 50 personnes. Tout était décidé, et on voit mon nom. Et on dit qu'il y a un problème, il faut voir avec la garrigue. C'est assez facile comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pas moi, c'est l'administration.
Donc les gars, ils se défaussent complètement, tout le monde se défausse. Ne me dites pas que je suis pour l'usine. Non, j'ai pas dit ça, mais en fait, aujourd'hui, on a l'impression qu'on baisse totalement les bras et on se dit, bah voilà, l'usine va se faire, c'est comme ça, c'est pas autrement, on peut rien faire, mais on peut rien faire parce que vous n'allez pas aller avec la ville de Blanquefort pour faire le recours. Aujourd'hui, non, mais je ne ferai pas de recours ni à des personnes. Moi, ce que j'ai dit à la mairesse de Blanquefort quand on s'est vu, chacun à sa place. Elle fait le recours sur le permis, nous c'est le recours sur la carte de 5 comme ça. Ouais, après est venu monsieur le maire de Saint-Louis-en-Ferrand qui est arrivé après, que j'ai devant moi, la métropole, on se connaît. Donc on s'est entendu comme ça, chacun à sa place. Après, effectivement, tout le monde me demande de faire le recours. Non, je ne ferai pas deux, ça suffit. Mais attendez, les amis, il faut trouver, déjà je n'ai pas au budget, puis il faut trouver les moyens financiers. Donc ça ne sert à rien. Eux, ils font le recours, c'est très bien, il y a 2 recours. Et nous, on reste sur le recours du câble. Moi, je vous dis, la décision qu'on a prise, les sages, honnêtement, vous allez voir, ça va évoluer. On ne sait pas comment, mais ça va évoluer. Alors, une autre information que je vous donne aussi, je n'ai pas vu encore ce que j'ai répondu, mais je vais vous le dire, c'est que MME à Intermarché, c'est fini. Donc, le MME sera à la maison des associations 2 après-midi par semaine pour que tout le public puisse les voir. Je ne veux pas cette démarche, cette collusion avec le commerce. Là, ils seront à la maison des jeunes, à la place là où était la caisse d'épargne, on pourra rentrer, vous pouvez aller les voir, on signalera quand ils y sont. Là, c'est pareil, il faut continuer à aller les voir. Parce qu'il faut s'exposer encore, je ne sais plus à partir de quelle date. Incessamment, je vous le signale, on fera la communication là-dessus. Mais c'est terminé aussi, parce que là aussi, c'était mal parti sur la place, je vois bien, je comprends, tout va bien. Donc là, ils sont dans les instances de la municipalité et tout le monde pourra aller les voir. Ça aussi, c'est des combats qu'il faut mener, parce qu'au début, voilà, ils n'aimaient pas trop, on ne sait pas. Là, au moins, on peut parler. Et il faut savoir quand même que la dernière fois que j'ai reçu la directrice de l'MME, ça s'est très mal passé. Je ne vous dis pas tout, mais les combats, ils sont durs. Et quand on sort des réunions, j'ai des retours de bâton. Attention à la commune, je vous le dis, on fait partie de la métropole. N'oublions pas. Vous avez vu, vous lisez le journal comme moi. Métropole, il n'y a plus d'argent. Donc tout ça, il faut être très prudent. Il faut qu'on soit tous ensemble. Si l'usine se fait, on sera obligé de contrôler cette installation d'usine. Déjà parce qu'effectivement, on sait plus depuis le départ, il faut qu'on représente s'ils prennent 14 hectares, 20 hectares, je ne sais plus où l'année. Chaque fois, ça change. Alors, par contre, la discussion qu'on a eue aussi, et là, il faut aller dans le côté positif, c'est que le port autonome va mettre à disposition 40 hectares pour les paysans de Parentuère. Donc, évidemment, c'est une compensation qu'ils font par rapport à l'usine. Je ne suis pas fou, je suis non plus pas fou. Mais n'oubliez pas une chose, ça aussi, ils sont obligés de revenir en arrière. Parce qu'au départ, rappelez-vous, ils voulaient faire 34 hectares. Bon, aujourd'hui, il est à 14 hectares. Donc, on recule. Alors, jusqu'où les financiers vont suivre? Parce que plus vous reculez, plus vous démarrez le projet, moins il y a de chiffre d'affaires. Ça aussi, je ne sais pas si les financiers vont suivre jusqu'au bout. Aujourd'hui, ils n'ont pas payé le cadre. Donc, ils ne sont pas encore dans la totalité ouverte. On ne sait pas financièrement comment ça va se passer. Allez-y, si vous avez des questions après là-dessus, je suis... Oui, Béatrice Pussier, qu'est-ce qui a été négocié finalement le 24 juin quand vous êtes à la préfecture? Alors, j'ai négocié... attendez, je vais vous dire ce qu'on a négocié. Je ne sais pas mon dossier. Non, si vous voulez. Voilà. J'ai négocié ce qu'on fait, le travail des services techniques, c'est-à-dire l'audit sur les bâtiments. Les bâtiments, aujourd'hui, l'audit a été fait grâce aux services techniques, et puis alors, je peux vous dire qu'ils ont fait un boulot de fou. Ils ont expertisé tous les bâtiments. Y compris, j'ai eu les photos, j'ai eu les montants, les devis, j'ai pu tout amener à la préfecture. Moi, ma seule visite chez M. Dapré, c'est M. Dapré, le secrétaire général, qui est le sous-préfet, c'était d'y aller pour défendre déjà d'entrer les écoles, puisqu'on a un problème avec les écoles qui est sérieux. Donc je suis arrivé avec le dossier des écoles en priorité, plus tout le dossier des parents pères. Et de suite, on m'a dit, M. Lagarrigue va vous aider, effectivement, c'est pas normal que vous soyez dans cet état. Évidemment, on n'a pas donné beaucoup d'argent, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas... Mais c'est un geste qu'ils ont fait, et je vous garantis que j'ai été reçu vraiment très bien, et à l'écoute. Et pas une fois est venu le problème de même, j'y ai été. Alors après, c'est moi qui ai posé la question, le problème de ce qui est différent. Mais au moins déjà, on est allé pour l'urgence de parents pères. Parce qu'effectivement, ce que j'ai dit, et je le répète à tout le monde, c'est que cette entreprise va toucher 118 millions de subventions. Il n'est quand même pas normal qu'on nous passe au-dessus sans nous voir. Et surtout, pas nous aider pour relever la tête. C'est ce que je défends aujourd'hui. Parce que c'est
c'est vrai qu'eux, ils vont toucher une subvention de l'État, pas nous. Donc s'ils gagnent, ils vont avoir l'argent, mais pas nous. Donc il faut que ça, on obtienne des garanties avant qu'ils construisent l'usine. Je vous garantis que si on ne fait pas ça, 30 millions d'euros, je ne les ai pas. Parce que l'estimation, vous pouvez la consulter à mairie, les travaux, c'est 30 millions. Pour remettre, parlons pas de construire, pour remettre en état la commune. Point. Je vous donne quand vous voulez, et c'est pas moi qui l'ai fait. Ce sont bien les services techniques de la ville. Et je vous garantis qu'ils n'ont pas fait, vous voyez ce que je veux dire, ils ont fait vraiment très précis. Et oui, pardon, j'ai oublié, et les services scolaires, parce qu'ils m'ont donné toutes les photos, ils ont fait de toutes les classes et tout ce qui n'allait pas, les sanitaires, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, quand j'étais à la préfecture, c'était surtout ça qu'on est allé négocier, et j'ai expliqué effectivement le cas de l'usine, quand nous passions dessus sans nous parler. Ça, monsieur Dapré, il a été très sensible à ça, et je peux vous dire que pour avoir le rendez-vous chez monsieur Dapré, ça s'est passé un soir à 11h, à cause du câble. Hein, je vous le dis, hein. Sinon il m'aurait jamais parlé. Voilà. Le report sur le câble, d'entrer la préfecture à plus. Après, sur ce que vous nous dites, ce qui est dommage, c'est que vous agissez en fait seul, alors qu'effectivement vous pourriez y aller à plusieurs et faire des actions en tant que maire avec le maire de Blanquefort et les autres maires qui sont contre ce projet et faire ensemble des actions. C'est vrai que vous bougez, vous allez voir le préfet, mais vous êtes seul. Quel est le poids? Est-ce que vous pensez que le maire de Blanquefort, il s'intéresse à l'usine, hein? Il y a un problème apparemment. Elle est riche comme pas possible, elle n'a aucun problème d'investissement, elle veut nous faire payer l'année prochaine la piscine de plein pot. Non mais attendez, elle n'a pas besoin de nous le faire. Nous on est touchés, coulés, c'est pas pareil. Blanquefort, ils n'ont pas ce souci-là. Aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est un éclat. Bon, tant mieux, elle a les moyens de le faire, elle fait un éclat, bon, c'est bien. Mais moi, j'ai pas besoin de faire d'éclat. Hein. Je peux vous dire que la situation est, c'est pas des éclats qu'il faut faire, c'est se trouver des solutions. Et je fais pas de. Vous avez raison, peut-être j'en parle pas assez dans les médias, peut-être c'est de ma faute. Et je suis pas tout seul, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Ici, autour de la table, il y en a qui me suivent dans toutes les réunions. D'accord? Non, je suis pas tout seul dans les réunions. Au contraire, bien. Et justement, je le fais exprès pour que tout le monde entende bien quand on vient aux réunions. Non, quand je disais, c'était par rapport aux autres villes ou par rapport à des associations, de ne pas y aller seul, en fait, c'est ça. Je sais très bien qu'il y a... Mais maintenant, si parmi vous, il y en a qui veulent venir avec moi, je suis preneur. Je vous le dis tout de suite. Mais il faudra suivre. Hein. Je suis preneur dans les réunions. Je vous garantis, vous allez voir comment ça se passe. Pour les gens qui sont venus avec moi, c'est très compliqué. Sachez que par empire, c'est tout petit. L'État est arrivé, le port autonome est propriétaire, l'État est propriétaire des terrains, tout est dans tous les feux sont au vert, y compris la métropole. Sachez que le permis a été signé par la métropole, c'est pas moi qui l'ai signé, hein. J'ai rien vu. J'ai reçu, comme là, j'ai reçu le décret signé par mail, terminé. Même pas un coup de fil. Voilà. Non, honnêtement, aujourd'hui, la pression est telle que si on ne se regroupe pas, on va se faire manger tout cru. Et en sachant, et je vous le dis, hein, les difficultés financières de la métropole, aujourd'hui, vous avez entendu tous ce qu'a dit le financier de la métropole, c'est stop. Il n'y a rien qui va sortir. Donc on est 2 fois plus en danger. Alors, oui, je vous en prie. Loïc Rosy du Plantier. Ce que vous nous dites ce soir, finalement, c'était très prévisible. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça aurait été bien que vous teniez ces propos pendant la campagne. Restez respectueux. Monsieur Duplantier, je pense que vous le savez comme moi, c'est pas facile pendant une campagne électorale, que vous faites une campagne électorale en même temps que vous faites partie d'une association, vous êtes obligé déjà de défendre les intérêts de Parampure. Mais monsieur Duplantier, je vais vous dire, moi je ne les ai pas défendus avec l'argent du contribuable. C'est ma démarche personnelle. Déjà, mettons les choses au point. Attendez, mettons les choses au point. Et quand il faut prendre des avocats, c'est moi qui les ai payés, pas la commune. Donc je veux quand même remettre les choses à leur place. Et je vous garantis, depuis 12 ans que je suis à la commune, mon avocat est très content de moi. D'accord? Il a fallu que je me défende beaucoup, surtout par rapport à la personne qui était à ma place. Donc s'il vous plaît, le combat qu'on a mené, j'étais pas tout seul, mais il m'a coûté très cher, et même sur le plan familial. Donc, je ne voudrais pas qu'on remette les choses en cause du travail qui a été fait.
Je ne viens pas voir ce qui se passe dans les chaumières. Je peux vous dire qu'on est depuis 2 ans, et pendant la campagne électorale, ça a été très difficile. Très difficile. Cela a été très difficile pour moi aussi. Je me doute. Une dernière chose concernant la position de Véronique Ferreira, maire de Blanquefort. Je ne pense absolument pas que ce soit une position d'éclat. Et dites-moi quel est l'intérêt de Blanquefort alors que l'usine soit pas remplie. Blanquefort est concerné également. Elle ne s'est jamais manifestée alors. Hein. Quand j'étais devant la préfecture, elle n'était pas là de faire. Elle avait exprimé sa position pendant les élections. Elle était pour. Non, pas du tout. Elle était pour. Elle était pour. La reprenait quand elle était voulue. Elle était pour. Enfin, on n'est pas là pour faire le procès de Blanquefort. Ils ont fait un choix. Moi, je le respecte. Par contre, ce que j'ai discuté avec elle, je suis désolé, je ne suis pas invité à la commission de presse, à la conférence de presse, par contre, j'y serai. Il y a quand même. Alors, on fait le bilan. Hein. Donc, sur la ligne RTE, il ne s'est pas passé grand-chose, sauf que donc RTE vous a indiqué que si vous voulez, vous pouvez faire passer en aérien. C'est tout ce que vous avez eu comme information de la part de. Enfin, lors de ce point avec RTE. Nous n'avons rien négocié avec RTE. Nous attendons, effectivement. Ils sont venus, ils ont raconté leurs problèmes, leur technicité, comment ils faisaient, ainsi de suite. Ok, mais nous n'avons pris aucune décision. Ok. Il n'y a rien de signé avec l'autorisation de pas. Ok. Ensuite, le 24 juin, il ne s'est rien passé pour même non plus, de ce que je comprends. Hein, vous avez Si, il faut arrêter de dire qu'il ne s'est rien passé. Il s'est passé qu'ils ont payé la moitié des toitures. C'est pas rien passé quand même. Concernant le MME, il ne s'est rien passé. Si, il s'est passé comme on respecte. Ah, ok, d'accord. Ensuite, avec les autres communes, la coordination, donc ce que vous nous expliquez, c'est que Blanquefort ne vous a pas convié pour la conférence de presse de demain, mais que vous allez y aller. Donc, on la suivra. On verra ce qui va se passer, effectivement, pour comprendre les motivations de Mme Ferreira. On avait déjà eu un échange là-dessus, monsieur le maire. Il ne faut pas oublier que cette ligne RTE, elle risque de ne pas servir que pour MME, et je pense aussi que c'est, mais ça sera peut-être confirmé demain, que c'est aussi pour essayer de mettre un holà à ce projet gigantesque qui arrive. Je ne pense même plus à MME, je pense vraiment à toute la Garonne qui risque d'être mise en danger par d'autres usines qui arriveront après. Parce que pour nous, ce petit coup de pioche, qui est gros, hein, on est d'accord, mais ça reste un petit coup de pioche et ça risque de nous coûter beaucoup plus cher à l'avenir. On parle de plein de choses en ce moment, on est tous conscients que la canicule, on va la voir de plus en plus souvent, qu'elle sera de plus en plus forte, et pour autant, effectivement, l'État ne nous écoute pas, mais moi j'estime que c'est aussi pour ça, moi personnellement, que je m'étais présentée, c'est parce que j'en ai marre qu'on nous dise à chaque fois « Ah oui, mais attendez, il y a trop de pression, on est trop petit, ainsi de suite, ainsi de suite ». Tout à l'heure, Ludovic l'a dit, plus on est soudés et plus on va aller loin, parce que ce qu'on explique nous, c'est qu'on ne comprend pas que vous agissiez chacun de votre côté. Pour nous, l'idée, ce serait effectivement de se coordonner et d'être unis dans les démarches pour dire on n'est pas tout seul contre Goliath, en fait, tout simplement. Mais après, c'est votre stratégie, on a compris, votre stratégie, c'était donc le recours RTE. Il n'y aura pas d'autre recours, c'est bien ce que vous nous avez expliqué. Vous avez pris cette décision pas seul, parce que vous étiez plusieurs, effectivement, dans votre équipe, on est d'accord. Je me souviens quand même que quand il y a eu cette histoire de MME qui est arrivée, vous aviez demandé un référendum qui n'avait pas été validé par la maire en place. Je me souviens qu'effectivement, pendant votre campagne, vous vouliez instaurer un dialogue avec les parents furiens. Et là, en fait, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la décision, elle a été prise de votre côté et qu'elle est effectivement imposée aux parents furiens. C'est surtout ça, en fait, que je veux mettre en exergue ce soir. D'accord ? Après, c'est vous le maire, vous avez été élu, effectivement, vous avez pris cette décision, mais juste, voilà, je veux juste remettre en lumière ce sujet-là, qui est quand même un sujet
qui est un sujet extrêmement important pour les parents furiens. Il est fédérateur, même si effectivement tout le monde ne vient pas aux manifestations, parce que à la préfecture un samedi matin, c'est pas possible pour tout le monde, ainsi de suite. On a tous des vies, effectivement, perso, pro, ok, mais en attendant, on n'a pas été spécialement consulté, et là aujourd'hui, on apprend qu'effectivement, il y a un recours qui est possible jusqu'au 7 juillet, et que rien ne sera fait côté parents furiens. Et ça, c'est important. S'il vous plaît. On ne va pas faire un monologue toute la soirée. Alors, je vais vous expliquer la règle du conseil municipal. Je vais vous expliquer, si vous permettez. Vous allez poser des questions par écrit. L'ancienne mandature, vous savez ce qui se passait? Je vais vous expliquer. On lisait les questions. S'il vous plaît. On lisait les questions, le maire répondait, séance terminée. Aujourd'hui, vous avez tous la possibilité de parler. Et ça, c'est important. Je vous demanderai de le respecter. C'est-à-dire qu'on a donné la parole à tout le monde. Sachez qu'avant, quand il y avait les causes. Non, mais attendez, respectez un peu le conseil municipal. Les questions étaient posées par écrit, réponse du maire et on se levait et on partait. Aujourd'hui, on peut débattre. Et ça, c'est important. Donc, dire tout le temps que nous, non. Aujourd'hui, vous débattez. Vous avez l'occasion de débattre au conseil municipal. Jamais depuis 18 ans, en tant que moi, responsable de l'opposition, ça m'était permis. Je vous le dis. Vous êtes témoins ici. Donc, vous avez la parole. Mais arrêtez de dire qu'on fait rien, s'il vous plaît. On est au combat, largement au-dessus de ce que vous pensez. On est au combat. Et on essaie de faire le maximum pour s'en sortir. Croyez-moi que c'est pas facile. Et je vous invite à venir avec moi et me suivre aux réunions. Vous allez voir la cadencement de réunion, vous allez comprendre. Le combat, il est d'heure en heure, tous les jours, on m'appelle. Le planning, il change sans arrêt. Demain soir, 18h, il fallait ceci, il fallait cela. Ça change sans arrêt. On n'est pas nombreux ici à avoir ce temps libre. On n'est pas nombreux aussi autour de la table, on est 5 ou 6. On se relaie comme on peut. On y va. D'accord? Mais c'est du terrain. Sachez-le, ne croyez pas que quand même j'ai baissé les bras pour que l'usine s'installe comme ça. Non mais ça mentira. C'est pas me connaître. C'est pas du tout me connaître. Je suis un compétiteur avant tout. C'est clair. Il faut gagner. Pour gagner, il faut s'entraîner. Il faut se répéter. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut y aller. Et j'ai besoin de tout le monde. Ça c'est clair. Après, il y avait des questions, d'autres questions. Attends, non, il n'y a pas que ça comme question. Gestion de la canicule, école et personnes vulnérables, une seconde vague de chaleur actuellement en cours, alors elle s'est terminée mais il y en aura d'autres, durant notre territoire et devrait réapparaître dans les prochains jours. Effectivement, la protection des enfants, des personnes âgées et plus largement des habitants les plus fragiles constitue un enjeu majeur de santé publique. Concernant les écoles, plusieurs parents nous ont fait part de leurs difficultés et de celles rencontrées par les équipes éducatives. La municipalité a récemment procédé à l'acquisition de ventilateurs afin d'équiper les classes de la commune. Si cette décision va dans le bon sens, elle est intervenue alors que les fortes chaleurs étaient déjà installées depuis plusieurs jours. Plusieurs familles nous ont également signalé un décalage important entre la communication municipale annonçant ces équipements et leur mise en place effective dans les établissements. Par ailleurs, il avait été indiqué que des dispositifs de brumisation sont installés dans 2 écoles de la commune. Or, les informations recueillies semblent montrer que l'un des équipements annoncés aurait été installé sur un bâtiment relevant du périscolaire et non dans une cour d'école, ce que l'on peut confirmer aujourd'hui, mais vous avez donné d'autres informations. Les équipes enseignantes elles-mêmes ne disposeraient pas toujours d'informations précises sur ces installations. Nous souhaiterions vous connaître le nombre exact de places aujourd'hui équipées de ventilateurs, le calendrier d'équipement complet des établissements scolaires, le nombre d'écoles bénéficiant effectivement d'un dispositif de brumisation opérationnelle, le programme prévu pour les autres cours d'école de la commune et les investissements envisagés à moyen terme pour améliorer durablement le confort thermique des bâtiments scolaires. Concernant les personnes vulnérables, nous avons constaté qu'aucune salle climatisée dédiée n'aurait été ouverte lors du premier épisode caniculaire important du mois de mai, contrairement à ce qui existe dans plusieurs communes voisines. Nous avons également relevé que l'espace climatisé mis en place à la maison de l'association n'aurait pas été accessible durant le week-end du 20 et 21 juin, alors même que les températures étaient particulièrement élevées. Nous souhaitons savoir quel est précisément le plan communal de gestion de la canicule, quels lieux climatisés sont mis à disposition des habitants vulnérables, selon quelle amplitude horaire ces lieux sont accessibles, quels dispositifs spécifiques sont prévus les week-ends et jours fériés, combien de personnes inscrites sur le registre des personnes vulnérables ont été contactées lors des épisodes récents de forte chaleur. Plus largement, la municipalité envisage-t-elle de présenter au conseil municipal un plan canicule communal détaillé permettant d'anticiper les épisodes climatiques qui devraient devenir plus fréquents dans les années à venir.
Alors, bonsoir, Julie Moissé, je vais répondre aux questions concernant les écoles. Donc, les écoles, effectivement, il y avait 43 classes, 43 ventilateurs ont été mis à disposition de chaque classe. Ça a été fait en moins de 48 heures grâce au service technique, donc ça, il faut le rappeler aussi. Ensuite, par rapport aux brumisateurs, donc là, il y a 15 jours, la maternelle Jean Jaurès a été équipée de brumisateurs. Nous avons également le périscolaire de l'élémentaire Jean Jaurès et les enfants de cette école ont accès à ces brumisateurs. Nous avons également passé commande, parce que nous n'avons pas tout le matériel pour en mettre dans toutes les écoles, donc c'est-à-dire l'école Madeleine-Bresse, mais par contre ça sera qu'en bas, car en haut il n'y a pas d'eau qui peut sortir du haut, donc ça sera simplement en bas. Nous avons également l'élémentaire Libération, c'est commandé également, et la maternelle Libération, c'est commandé également. Tout a été commandé. Donc ça sera mis, on l'espère, dans les semaines à venir. Ensuite, concernant ce qui est envisagé éventuellement pour les mois à venir. Donc, nous avons un groupe de travail, nous avons instauré donc, au mois de septembre 3 réunions avec donc, les directeurs, directrices d'école, avec le périscolaire, avec donc, M. Plana, Mme Lacroix et Mme Baillou, pour pouvoir essayer de demander comment ça s'est passé de juin à août, avoir donc des redescentes d'informations, afin de leur demander si des ventilateurs de plafond, des climatiseurs ou autres seraient potentiellement indispensables pour eux. Donc c'est avec ce moment-là d'échange que nous pourrons effectuer un budget pour l'année 2027. Donc on ne peut pas vous dire que toutes les écoles et toutes les classes seront climatisées, ce n'est pas vrai. C'est vraiment en fonction des classes. Par exemple, on a la classe 4 qui faisait 34 degrés, la classe 4 sera prioritaire par rapport à une autre classe. Précisément le plan communal de la gestion de la canicule. La ville a actualisé son plan communal de sauvegarde, PCS, actualisation votée en février dernier par le conseil municipal, accessible, téléchargeable sur le site de la ville et à disposition pour consultation en mairie. Il comporte un chapitre spécifique sur la canicule, précisant les seuils des différents niveaux d'alerte, les liens d'accès aux différents plans Orsec, DDRM, l'historique des épisodes caniculaires, etc. Il comporte également le plan d'intervention gradué, PIG, en fonction des niveaux de vigilance jaune, orange, rouge. Le PIG recense toutes les actions menées dans les services de la ville. Par ailleurs, un DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs, a été rendu disponible aussi sur le site de la ville. Il peut être récupéré en mairie, qui en a imprimé de multiples exemplaires. Il recense les phénomènes pouvant entraîner les dégâts sur notre commune, ainsi que, pour chacun d'entre eux, les consignes comportementales à adopter. Une information sur ces documents apparaît dans les magazines municipaux depuis février. Les lieux climatisés à disposition. Les sites climatisés sont la maison des associations, le CCAS, la bibliothèque Léonie Donné, l'Artichaut et le relais Petite Enfance pour les tout-petits. Le DICRIM comprend le lien vers une carte recensant les salles rafraîchies dans la ville et celles de la métropole. Selon quelles amplitudes horaires ces lieux sont accessibles. La maison des assos, du lundi au mercredi, 8h30 midi, 13h30 17h, le jeudi 13h30 18h et le vendredi 8h30 midi et 13h30 17h. La bibliothèque, mardi 15h 17h30, mercredi 10h midi, 14h 19h, le jeudi 15h 17h30, le samedi 10h midi. Relais Petite Enfance, mardi 8h30 11h30 et le jeudi 8h30 11h30. Le CCAS, le lundi, mercredi et vendredi, de 8h30 midi et de 13h30 à 17h. Le mardi de 8h30 à midi et le jeudi de 13h30 à 18h. L'Artichaut sur demande aux horaires de la mairie. Notre expérience des années précédentes, des permanences à la maison des associations ont été organisées en week-end, personne n'est venu. Quels dispositifs spécifiques sont prévus les week-ends et jours fériés? Permanence tenue par les élus à la maison des associations. S'il vous plaît, vous pouvez les donner aux personnes dans leur... Oui, s'il vous plaît. Journaliste aussi. On a une dernière question nous concernant.
Oui, question. Oui, il y a une question concernant une question malheureusement d'actualité, donc Béatrice Lucier. Concernant la protection des enfants et le recrutement des personnels municipaux. De nombreux parents nous ont récemment interpellés sur les conditions de recrutement et de contrôle des personnels amenés à intervenir auprès des enfants dans les écoles, les accueils de périscolaires, les centres de loisirs ou plus généralement les structures municipales accueillant des mineurs. Les inquiétudes exprimées trouvent notamment leur origine dans plusieurs affaires médiatisées ayant mis en lumière des défaillances dans les procédures de recrutement et de contrôle de personnel en contact avec les enfants. La protection des mineurs étant une responsabilité majeure des collectivités, il nous paraît important de pouvoir rassurer les familles sur le dispositif effectivement mis en œuvre par la commune. Nous souhaiterions donc connaître les procédures de recrutement actuellement appliquées aux personnels municipaux et intervenants extérieurs travaillant au contact des enfants. Les vérifications administratives et réglementaires réalisées préalablement à toute prise de fonction, les modalités de contrôle mises en œuvre pendant l'exercice des fonctions, les éventuelles mesures complémentaires envisagées par la commune afin de renforcer encore la sécurité des enfants accueillis dans les structures municipales. Pouvez-vous garantir aux familles que l'ensemble des contrôles prévus par la réglementation sont systématiquement effectués avant toute prise de fonction des personnels concernés? Alors Julie Moisset, je vais aussi encore répondre aux questions. Les procédures de recrutement, donc il y a un jury d'entretien en présence au minimum du chef de service et d'un élu. Pièce demandée, l'extrait du casier judiciaire numéro 2 récupéré par la ville avant toute intervention et les diplômes. Vérification administrative, donc il y a des vérifications via la téléprocédure des accueils collectifs de mineurs par le ministère. Les modalités de contrôle, donc il y a évaluation, contrôle et analyse des pratiques régulières. Et les éventuelles mesures, donc elles sont déjà mises en œuvre par la commune afin de renforcer la sécurité des enfants accueillis dans les structures municipales. Présence de 2 agents pour accueillir le premier enfant arrivé à l'accueil périscolaire le matin et pour le départ du dernier enfant le soir. Et la réponse est oui, nous pouvons garantir aux familles que l'ensemble des contrôles prévus par la réglementation sont systématiquement effectués avant toute prise de fonction des personnels concernés. Excusez-moi, Frédéric Romazel, je voulais compléter. Effectivement, actuellement, bon, c'est mon métier aussi, enfance-jeunesse, bien sûr d'enfant cette fois-ci, après 13 ans ici à Parampure. La phobie qui est en train d'être générée par l'actualité, il faut y faire quand même attention parce que rien que la téléprocédure d'accueil de mineurs, c'est un logiciel qui s'appelle le TAM, on le dit comme ça dans le métier. Du moment que je rentre votre nom, votre prénom, votre date de naissance et le lieu de naissance, l'État a accès à tous les casiers. C'est-à-dire que si quelqu'un a une incapacité pénale d'encadrer des enfants, déjà ça s'est réglé. Ce qui ne se fait pas dans les associations par contre. Donc ça déjà, au niveau des périscolaires, on peut être sûr d'une chose, la personne, voilà, elle a vraiment été forte toute sa carrière, elle est normalement décelée directement, même pour un vol. C'est le jeunesse et sport, Rotoc, monsieur le maire, qui va avoir son chef de service, et à partir de là, il y a une discussion qui s'entame. Si c'est un jeune qui était en foyer à 15 ans, qui en a 30 aujourd'hui, il a passé un BAFA, etc., on peut peut-être lui donner une deuxième chance dans la société, ou pas. Si on trouve que c'est pas moral, on ne le prend pas. Mais en tout cas, rien qu'avec ce logiciel-là, l'enfant, en fait, ne peut pas avoir affaire à un pédocriminel, par exemple. Alors oui, moi j'ai eu des problèmes sur Blanchefort récemment dans une école. On a dû aller à la gendarmerie faire un signalement. En ce moment, la gendarmerie a une recrudescence de parents qui, sur certains dires ou certaines choses de leur enfant, font de suite porter plainte. Du coup, ça multiplie les procédures, etc. Je ne dis pas que parfois ce n'est pas vrai, puisqu'on a vu sur les actualités que c'est possible. En tout cas, je ne connais pas un pire. Les recrutements sont faits par Florian Plana, toutes les équipes de périscolaires, comme d'habitude, comme l'a exposé Mme Moissé, recrutement avec un jury, et puis surtout les papiers administratifs qui bloquent de fait du TAM toute possibilité d'avoir quelqu'un de détraqué au milieu des enfants, en tout cas par un pied derrière. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire, et d'avoir confiance aux équipes municipales. Voilà. Merci pour vous. D'autres questions? Je voudrais simplement vous traduire un petit peu ce qui s'est passé hier. Vu l'arrivée l'hélicoptère. Et malheureusement pour notre commune, donc ces 2 parampuriens qui se sont réglés le compte à coups de couteau. Et
c'est dommage parce qu'on n'a pas pu intervenir là-dessus, mais donc la personne a été plus de 3 heures à essayer de ranimer sur la place François Mitterrand. Je veux remercier, elle ne veut pas que je dise son nom, mais je ne le dirai pas parce que c'est un réserve, la personne qui l'a sauvé, qui est une aide-soignante de Bordeaux, qui a eu le réflexe, malgré les coups de couteau, elle est rentrée, elle a eu du courage parce que les couteaux étaient encore dehors, et elle a fait le point qui a sauvé la personne au sol, et qui a permis, aujourd'hui il est dans le coma, mais il est dans le coma parce qu'effectivement il était alcoolisé très fort. Ils ont réussi à l'opérer dans la nuit et le sauver. Donc ça a été hier une épreuve au Parapluie, et beaucoup de gens qui s'occupaient de ces personnes, parce qu'en plus ce que j'ai appris c'est que des gens essayaient de s'occuper de ces personnes qui ont des difficultés avec l'alcool, et malheureusement tout le monde pleurait hier. On a fait ce qu'il y avait à faire, et j'ai même appris ce matin qu'il y a un petit enfant, un salarié de la commune, qui a vu le drame et qui est beaucoup traumatisé. Donc on a fait le nécessaire pour essayer d'aider tout le monde. C'est pas joli à Parapluie, mais c'est comme ça. Donc aussi la décision qui a été prise, c'est qu'il y aura une arrêté pour éviter sur la place, comment ça s'appelle, la place François Mitterrand, et derrière, vous savez, le jeu d'enfant derrière Inter, la consommation d'alcool. Qu'on puisse donc réprimander, les gendarmes pourront travailler, parce que là, effectivement, tant qu'on n'a pas fait ça, ils ne peuvent pas intervenir dans la consommation d'alcool sur la voie publique. Donc ça va être fait. On mettra tout ça en place. C'est regrettable pour ces 2 personnes. Je ne citerai pas le nom de la personne aussi qui a donné le coup de couteau, parce que c'est quelqu'un qui est connu à Parapluie. Bon, tous les 2 étaient malades, effectivement. Et bipolaire, l'autre était alcoolique. Bon, mais tous les 2 étaient. Et alors, le plus dramatique, c'est pour la dame qui avait mis le couteau, qui était à Inter, qui elle a comptabilisé le couteau, et la pauvre est arrivée au milieu de l'incident, en pleurs et tout. Elle dit, mais c'est moi qui ai vendu le couteau. Je dis, ne vous inquiétez pas, vous êtes pour rien. Parce qu'elle l'a vu partir, elle a compris ce qui se passait après quand elle a vu arriver les pompiers et tout. Ça a été vraiment un truc qui était vraiment pas beau hier en l'après-midi, d'autant plus que c'est arrivé sur le coup de 5 heures, ça a dû finir à 22h ou 23h d'évacuer tout le monde. Voilà. C'est regrettable, mais ça a été un incident qui a fait beaucoup de peine à tout le monde et tout. Voilà. D'autres questions? On peut clôturer le conseil municipal. Ah oui, pardon, le prochain conseil municipal, le 21 septembre. Ah, oui. Oh, pardon, excusez-moi. Merci. Oui. Ah oui, il y a un petit. Voilà, merci, monsieur le maire. J'espère que tout le monde m'entend. C'est bon? Voilà, je souhaite prendre quelques instants pour partager une réflexion à la suite de prises de position qui ont suivi la commémoration du 18 juin. Aujourd'hui, certains élus de l'opposition s'autorisent à juger notre engagement ou notre attachement aux valeurs républicaines à travers un prisme qui détiendrait, selon eux, les bonnes références et les bonnes valeurs. Chacun y va de son discours. Et nous voilà confrontés à un flot de prises de position sur les réseaux sociaux. Pour rappel, le 18 juin est un symbole de mémoire, de rassemblement et d'unité. Il honore ceux qui ont choisi le courage et la liberté. Tous les élus présents lors de cette commémoration nationale l'ont bien compris et étaient là dans le respect des institutions de la République, de leur rôle et de leurs responsabilités publiques. L'action municipale repose sur ces engagements et sur le souci de l'intérêt général. Elle s'appuie aussi sur notre capacité à débattre, à nous opposer parfois, tout en continuant à nous reconnaître comme des interlocuteurs légitimes. C'est pourquoi il est stérile aujourd'hui de distribuer des brevets de morale, de patriotisme ou de mérite républicain, selon les appartenances politiques réelles ou supposées des uns et des autres. Dans ce contexte, j'en appelle à une responsabilité simple mais essentielle, la mesure dans les mots et dans les jugements. Notre responsabilité collective doit prendre de la hauteur. Elle se doit désormais de dépasser les polémiques pour nous consacrer pleinement
aux enjeux concrets du quotidien des parents puériens. Car ne l'oubliez pas, ne l'oublions pas, au-delà de nos sensibilités politiques, nous sommes tous au service des parents puériens. C'est cette exigence d'impartialité, d'écoute et de bienveillance qui doit guider chacune de nos décisions. Et c'est dans cet esprit que nous, élus de la majorité, servons notre commune. On peut s'opposer sans s'exclure, débattre sans se condamner et servir ensemble sans se ressembler. C'est cette exigence de dignité dans le débat public que nous défendons aujourd'hui et demain avec Monsieur le maire et l'ensemble des élus de la majorité. Alors, lorsque vous, élus de l'opposition, souhaitez débattre sur des sujets ou des prises de position qui vous heurtent ou vous dérangent, venez en échanger avec nous. Construisons ensemble et arrêtons cette surenchère permanente sur les réseaux sociaux qui n'élève pas le débat et épuise les parents puériens. Car la République ne se mesure pas à la violence de palabres diffusées comme des effets d'annonce, ni au procès que l'on fait aux autres. Elle se reconnaît à une seule chose, la capacité à rassembler sans exclure. C'est cette exigence que nous devons tous défendre avec conviction et fidélité aux valeurs de la République et de la démocratie. Et je terminerai par une citation de Léon Tolstoï. « Chacun pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer soi-même. » Je vous remercie pour votre écoute. Alors, pour finir à ce sujet, et afin que tout soit clair, effectivement, on a changé de système quand même pour ce qu'on a vécu nous dans l'opposition pendant 12 ans. On n'avait pas accès au sable. Moi, j'ai autorisé tout le monde. Je pense qu'ici, on ne peut pas me le reprocher. J'ai accédé tout le monde à toutes les demandes. Je ne refuserai jamais personne. Parce que, effectivement, ce qu'elle vient de dire, c'est très important. Plus ce sera exprimé, plus ce sera avantageux à part entière. Donc aujourd'hui, j'ai accepté les salles. J'accepte les regroupements. Est-ce que vous connaissiez le règlement avant? Nous, élus d'opposition, je veux dire, on n'avait pas le droit, dans nos réunions, d'inviter des gens qui n'étaient pas élus. Aujourd'hui, vous avez vos salles, vous invitez qui vous voulez, quand vous voulez, à partir du moment où vous avez fait la demande. Donc je pense que ça aussi, il faut le respecter. Je veux dire, l'autre fois, on m'a demandé, par exemple, d'ouvrir, je ne me rappelle plus, là, il faisait une petite manif, il fallait ouvrir l'artichaut, on a tout ouvert, on a tout mis à disposition. Je pense qu'on respecte tout le monde. Soyez sympas, repartons pas. L'histoire de Madame Diaz, il faut savoir que c'est une dame qui est polie. Je l'ai rencontrée à la préfecture pour le départ de monsieur du préfet. Elle m'a demandé de venir voir ses adhérents. Elle me demande de venir voir ses adhérents. Est-ce que vous pensez que je peux dire non, vous n'êtes pas par encore voir vos adhérents? Donc elle se trouve qu'elle est venue le 18, ok. Et c'est pas quelqu'un de désagréable, c'est pas quelqu'un qui arrive comme ça et qui arrive et qui s'impose. Elle ne s'impose pas, elle a demandé l'autorisation. En ce qui me concerne, il est effectif que je ne refuserai jamais. À ce qui concerne ces élections sénatoriales, tous les candidats seront reçus à part entière, de droite comme de gauche. Ceux qui veulent venir, évidemment, ceux qui ne veulent pas venir, on va les chercher. Et donc, pour nous les élus, vous aurez les trois versions. Point. Après, chacun vote ce qu'il a envie de voter. Je vous remercie. Si je peux me permettre, je me sens un peu visée. Oui, vous dites tous les parlementaires, qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême droite, sont d'extrême gauche. Donc moi, ce qui nous a heurté, donc comme rappelait Madame Durand-Villalon, l'appel du 18 juin, c'est la défense de la République, c'est la lutte contre l'extrême droite, c'est la résistance. On est d'accord. S'il vous plaît. Ça, c'est votre version des faits, c'est pas la nôtre. Ah non, mais c'est pas moi qui l'ai fait, l'appel du 18 juin. Non, vous avez une version qui est la vôtre, je la respecte. Vous n'êtes pas content, tant mieux, c'est votre droit. Laissez-moi finir. Non, mais écoutez, vous m'avez tenu le même discours en agression devant et très agressive, et ça, j'accepte pas. On était avec ensemble, ces agressions, on ne les supporte plus. Il faut arrêter. On peut discuter, madame, en étant poli, et pas de me traitant de fasciste. Il faut arrêter. Tous les gens qui me connaissent, vous savez, ils savent que je suis pas facho. Alors, vous ne me laissez pas parler. Alors, je vous laisse pas parler, même.
Bien, ben je pense qu'on revit ce que vous avez vécu. Vous êtes en train de me faire payer la mandature. Non, mais je sais pas. Vous me laissez parler, vous ne me laissez pas parler. Donc vous ne me laissez pas parler. Ah, non, parce que je ne sais pas. Donc, ah bon, donc l'appel du 18 juin, c'est pas ça. Ok, bon, je vais relire, mais... donc nous, ce qui nous a heurté et choqué, c'est qu'elle soit présente à une cérémonie officielle organisée par la municipalité, jusque-là, elle a le droit, hein, c'est public, hein, tout le monde a le droit. Après qu'elle participe activement, ce n'était pas sa circonscription, on se voit. Et les symboles et les messages qui ont été envoyés lors de cette cérémonie nous interrogent. C'est tout. Alors, j'ai pas fini. Donc, effectivement, je reconnais, hein. J'étais agressive, j'étais abrupte, j'étais très directe. Bon, vous n'allez pas me reprocher, monsieur Legarrigue, ces travers. Bon, parce que je pense que la colère, vous connaissez aussi. Ah oui, ça je l'ai eu. Donc, voilà. Donc, effectivement, je reconnais. Tout seul, contre 30. Je pense. Mais moi, j'étais toute seule contre toi. Hein, voilà. Excusez-moi. Attendez, je n'ai pas fini. Non, non. Je n'ai pas fini. Non, non, parce que vous avez dit quelque chose de très important. Est-ce que la colère excuse tout acte? Et je pense, parce que je ne crois pas que vous ayez vécu dans un régime fasciste ou de régime marxiste, léniniste, maoïste. Okay. J'espère ne jamais. Oui, sauf que vous avez en face de vous quelqu'un qui l'a vécu. Et le respect qu'on peut avoir vis-à-vis de tout le monde, c'est non négociable. Ce sont les valeurs de la République. Valeurs de la République sur deux piliers. Pilier 1, l'hospitalité. Pilier 2, l'universalité. Si vous ne respectez pas ça, vous ne respectez pas la République. Donc votre colère, apprenez-la à maîtriser. Merci beaucoup. Ça va me donner pas de leçon, s'il vous plaît. Je suis assez grande, hein. C'est bon, j'ai passé l'âge. Alors, dans ces cas-là, vous maîtrisez votre colère. Merci. Là, vous... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si après on arrête, hein, parce que je pense qu'on a tous envie de réfléchir. Donc c'était simplement... Pardon, excusez-moi. C'était simplement pour vous... Voilà. Et donc je vous l'ai dit en face. Je vous l'ai dit en face. Je l'ai dit, effectivement, à deux élus qui étaient là ce soir, ce fameux soir. Nous nous interrogeons, c'est tout. Après, voilà. Vous ne interrogez pas de la même façon que nous. On prend note. Je prends note aussi. Je vous remercie. Si vous le permettez, plus de questions, on lève le conseil municipal et merci pour votre participation à tous. Merci. Oh, pardon, mais j'ai oublié. Oui, excusez-moi, comme c'est le dernier conseil municipal, on a prévu un pot au Clubhouse, pour ceux qui peuvent venir.